l'isolement, l'expérience du rejet, le harcèlement et les ruptures affectives. L'une des chercheuses que nous avons entendues évoquait ainsi sous le vernis viriliste un profond sentiment de vide affectif. Les espaces numériques jouent un rôle déterminant. Dès lors, une question centrale se pose: comment s'opère le basculement? Comment passe-t-on d'une exposition à ces contenus à une adhésion, puis dans certains cas à une radicalisation, voire à un passage à l'acte violent? Cette interrogation n'est pas théorique et prise très au sérieux par nos institutions, et comme en témoigne la saisine récente du parquet national antiterroriste ou les alertes du HCE. Elle nous oblige à regarder les porosités entre les différentes formes de radicalité, les idéologies d'extrême droite, les théories complotistes et les logiques identitaires. Face à ces constats, plusieurs enjeux se dessinent auxquels vous pourrez apporter des réponses. Un enjeu de connaissance. Vous pourrez sans doute revenir sur cette insuffisance de documentation qui constitue un frein à la compréhension du phénomène. Enjeu de prévention, mieux outillés. Les épisodes de harcèlement scolaire ou de carence affective sont fréquemment relevés dans les parcours de radicalisation. Mais là encore, comment distinguer ce qui relève de facteurs de vulnérabilité ou de véritables déclencheurs? Enfin, il y a aussi un enjeu plus fondamental. Notre récente table ronde sur les hommes engagés a permis de le rappeler, le masculinisme n'est pas le masculin. La question se pose donc, celle des alternatives. Comment proposer d'autres modèles, d'autres récits qui permettent de construire des identités masculines compatibles avec l'égalité? C'est tout l'enjeu de cette table ronde. Je souhaite donc la bienvenue à Monsieur Tristan Renard. Vous êtes sociologue, coordinateur du CRESAM, Centre de ressources en santé mentale dans la prévention des radicalités violentes au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse. Alexandre Ledray, professeur de psychopathologie clinique et de psychocriminologie clinique, qui prépare actuellement un ouvrage intitulé Psychocriminologie clinique et masculinisme, dont la parution est prévue en juin 2027. On sortira avant vous. Antoine Mégy, coordinateur scientifique du COSPRAD, Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, et Julien Chavannes, romancier, journaliste indépendant, auteur de plusieurs enquêtes journalistiques, et un premier roman publié le 19 mars dernier, La Pilule Noire. Je vous remercie tous les quatre pour votre présence parmi nous et je donne la parole dans un premier temps à Tristan Renard. C'est à vous. Bien, bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et pour le travail initié par la délégation sur un sujet aussi important. Donc, moi, je suis sociologue à Toulouse, donc à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand de Toulouse. Et je travaille dans deux services. Un premier service qui s'appelle le CRESAM, que je vais présenter rapidement ici. Et un autre service qui est le CRIAV, qui est un centre ressources sur la question des violences sexuelles. Je le précise parce qu'en fait, les deux sujets, pour moi, sont en partie liés. Donc, le CRESAM, c'est un centre ressources en santé mentale sur la question des radicalités violentes. C'est un dispositif qui a été ouvert en 2017 sur un financement 100% de l'Agence régionale de santé. Et donc, on a une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues et sociologues, avec des missions de ressources pour l'ensemble des professionnels de la région Occitanie, qui sont globalement les professionnels de la santé, médico-sociale, secteur social et justice, qui sont concernés par des situations ou des questionnements sur les radicalités violentes. Donc, nos missions gratuites de service public concernent essentiellement la formation, la sensibilisation, la recherche et le soutien d'équipe sur des situations jugées inquiétantes. Donc, on ne fait pas de prise en charge, mais on intervient indirectement sur les situations en apportant un éclairage auprès des professionnels. On fait également partie d'un réseau national santé-radicalité composé de plusieurs équipes ressources sur l'ensemble du territoire qu'on co-anime avec nos collègues depuis maintenant plusieurs années. Donc, notre approche sur le travail, c'est que dès 2017, nous avons choisi de travailler sur la diversité des formes de radicalité, pas uniquement sur la question du djihadisme. Nous avons travaillé sur la question du survivalisme, la question du masculinisme, en prenant garde de distinguer ce qui relève de la radicalisation cognitive, qui faisait l'objet un peu des préoccupations publiques, de l'engagement radical, c'est-à-dire des transformations pratiques des individus, de toutes les dimensions identitaires, pratiques, rituelles, qui pouvaient concerner ces formes d'engagement. Donc notre rôle, globalement, c'est d'accompagner les professionnels dans la prise en charge de ces situations et la compréhension des phénomènes de radicalité violente. Donc, à ce titre-là, nous intervenons également sur la question du masculinisme et on se situe du côté de la réception du masculinisme, non pas de la production du masculinisme, mais de la réception auprès de certains publics et du côté opérationnel, c'est-à-dire que faire quand une situation de masculinisme se présente auprès de ces professionnels, de ces champs-là. Donc, je vais faire 3 points très elliptiques. Peut-être on pourra développer dans les questions. Donc, un premier point qui sont un peu sur la diversité des situations que l'on rencontre. Un point sur la question de la violence, près duquel on va dire, il me semble important d'élargir la question de la violence au-delà du terrorisme, notamment en matière de masculinisme. Et un troisième point sur la question de d'évaluation des situations et de la prévention.
Donc, en ce qui concerne le masculinisme, on constate, de notre point de vue, une augmentation des situations pour lesquelles nous sommes interpellés qui concernent cette thématique-là. Alors, à la fois, il y a une augmentation des situations, mais peut-être aussi une augmentation des préoccupations des professionnels sur le sujet qui les amène à mieux identifier ce type de situation, avec une difficulté de notre côté à quantifier. On fait à peu près une quarantaine de situations par an et les questions de masculinisme concernent à peu près un tiers des situations, avec deux types de configurations possibles, soit des situations qui sont clairement masculinistes, qui correspondent à la définition utilisée, donc, par exemple, par les chercheuses sur le sujet, Mélanie Gourarier, Christine Bard, c'est-à-dire un discours de victimisation des hommes et qui présente les hommes victimes des femmes et du féminisme, mais aussi des situations, on va dire, plus floues, qui concernent le fait que le genre constitue une porte d'entrée pour un ensemble de formes de radicalité violente qui peuvent être le survivalisme, l'ultra-droite, c'est-à-dire des discours qui viennent véhiculer des modèles d'antiféminisme ou des discours antiféminisme. Donc la particularité de nos situations, c'est que ce sont des situations qui concernent des personnes qui sont suivies ou prises en charge pour d'autres problématiques que la question de la radicalité. On a des situations de protection de l'enfance, des situations de patients psychiatriques, des situations liées au handicap, au secteur médico-social ou des situations de personnes en errance suivies par la prévention spécialisée. Ce qui fait que beaucoup de nos situations sont des situations composites et bricolées sur le plan idéologique. On a des néo-nazis fans de l'État islamique, on a des personnes qui sont masculinistes et qui après sont satanistes. Donc on a beaucoup de situations très bricolées, mais quelque part, ce n'est pas forcément spécifique à notre place, c'est aussi lié à des évolutions même dans le rapport aux radicalités. Et là, je cite ce que dit le sociologue britannique Kevin MacDonald. Il dit que les voies menant à l'extrémisme violent sont de moins en moins cohérentes sur le plan idéologique, avec un rapport plus lâche et plus individualiste des individus aux organisations. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, également dans les travaux, par exemple, du sociologue Romain XVI sur les femmes djihadistes, des femmes qui sont, on va dire, plus indépendantes des organisations qu'elles ne paraissent. Et donc, on peut parler aujourd'hui d'un saisissement individualiste des formes de radicalité. Une intervenante que vous avez auditionnée, Céline Morin, a dit très justement que le cœur de la bataille masculiniste, c'est la sphère privée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les situations qu'on rencontre, cette logique individualiste, avec une attirance beaucoup plus pour les aspects pratiques, rituels, les transformations de soi, plus que pour les aspects parfois doctrinaires ou idéologiques, avec le sentiment chez ces individus-là de reprendre le contrôle sur leur destinée, leur contrôle sur leur vie, avec un visage en cherchant parfois une coloration idéologique dans un enjeu parfois de respectabilité. Donc il y a des besoins parfois très concrets qui apparaissent dans des situations qui présentent des aspects très idéologiques. Et puis par ailleurs, le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est, vous l'avez dit, ça a été dit ici également, c'est la transversalité aujourd'hui des radicalités. Voilà, il y a des idéologies d'extrême droite. Eliamine Setoul, un sociologue, parle des idéologies d'extrême droite en essayant de comprendre les points de convergence entre le djihadisme, l'ultra-droite, la focalisation sur une vision racialiste de l'histoire, par exemple. Donc il y a des points de convergence parfois qui expliquent aussi le fait que des individus peuvent passer de l'une à l'autre dans des idéologies qui ne paraissent pas liées les unes aux autres, mais pour lesquelles les individus trouvent des portes d'entrée communes. Et puis, par ailleurs, dans les différentes radicalités sur lesquelles nous travaillons, ce que l'on peut noter, c'est une obsession pour le genre. Il y a une obsession pour le genre dans le survivalisme, sur la question de l'ultra-droite, dans la question du djihadisme, sur la question du masculinisme, avec la réaffirmation d'un ordre perçu comme traditionnel ou naturel, et une attirance ou une porte d'entrée, on va dire, très importante dans ces radicalités-là, à travers la question du genre. Donc notre travail, nous, c'est d'aider de comprendre un peu dans les différentes situations, de démêler un peu toutes les logiques qui attirent les individus dans ces formes de radicalité. Au-delà de ça, au-delà de cette diversité, de cette composition idéologique, eh bien, il y a une diversité même des configurations d'engagement. On distingue plusieurs types, nous, de configurations auxquelles on a affaire. Les radicalités, on va dire, instrumentales, c'est-à-dire le fait de mobiliser un discours pour alerter ses parents, pour inquiéter les autorités, pour provoquer les enseignants. Les radicalités, à l'inverse, qui vont être beaucoup plus structurées, c'est-à-dire qui engagent une transformation de soi, un rapport au corps différent, un rapport au discours, une structuration intellectuelle autour d'une cause. Et puis, d'autre part, un troisième qui nous semble aujourd'hui important, qui concerne à peu près 20% de nos situations, les radicalités de retrait, c'est-à-dire les individus qui vont se retirer complètement de toute vie sociale. Alors quand ce sont des adolescents qui vont souvent être déscolarisés et qui vont s'enfermer, on va dire, dans leur chambre et qui vont grandement investir l'espace numérique. Et c'est dans ce type de situation, pour notre part, que l'on retrouve les colorations masculinistes les plus importantes en matière de radicalité. Donc chaque type de configuration présente des enjeux d'intervention différents.
Et ça permet en tout cas de questionner la diversité des réceptions au discours masculiniste. Voilà, il n'y a pas une réception type, il y a une diversité de réception des discours produits par des acteurs très visibles. Et donc cette diversité nécessite des leviers d'intervention différents. Ce qui fonde notre intervention, c'est la préoccupation pour la violence, le risque de violence. Pourquoi les professionnels nous sollicitent ? C'est quand il y a un risque de violence contre les personnes ou un risque de violence contre soi-même, c'est-à-dire une mise en danger de l'individu. Et c'est à ce titre-là que nous intervenons auprès de ces différents professionnels. Donc en ce qui concerne la violence, c'est globalement, on va dire, le terme de la violence est une chose souvent mal définie ou qui renvoie souvent à des choses très abstraites. Donc quand on intervient sur les situations, pour nous, un des enjeux, c'est de renseigner la matérialité de la violence. De quoi est capable l'individu ? Est-ce qu'on parle d'insultes ? Est-ce qu'on parle de coups ? Quelle est son expérience de la violence ? Et puis d'autre part, un des enjeux, et qui me semble important de dire là aujourd'hui, c'est que la question du rapport entre idéologie et violence ne se résume pas au terrorisme. Voilà. La question des violences intrapersonnelles, la question des violences conjugales, la question des violences sexuelles sont des violences pour lesquelles on peut également interroger la part idéologique. Et nous, ça nous est arrivé dans des formations auprès de dispositifs, par exemple, spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales, en présentant rapidement les thématiques, les groupes masculinistes, d'avoir des professionnels qui tout d'un coup se rendent compte que l'individu qu'ils prennent en charge est un individu qui leur ramène des sujets, ramène des discours qui ne sortent pas de nulle part. Voilà. Donc, la question de la violence ne se réduit pas au terrorisme. Le terrorisme est une logique d'action particulière, une logique d'action violente particulière. Il y a d'autres formes de violence qui peuvent être produites également par des idéologies. Et à ce titre-là, il arrive régulièrement que nous fassions des soutiens d'équipe communs entre l'équipe du CRESAM et l'équipe du CRIAVS sur les violences sexuelles, parce que dans des situations de violence sexuelle, on se rend compte que la personne est également nourrie par un ensemble de discours qui viennent, sinon initier, du moins justifier les passages à l'acte violent. Donc, un des enjeux, c'est d'évaluer la violence. Quand un individu tient des discours violents, comment on évalue les risques de violence ? Eh bien, je schématise très rapidement. On vient évaluer, par exemple, l'expérience de la violence. Est-ce que l'individu est capable de violence ? Est-ce qu'il a des compétences à la violence ? Et si oui, comment ? Ce qu'on vient évaluer également, c'est le travail du corps. Pour nous, c'est un indicateur assez important, notamment dans les mouvements masculinistes. Des individus qui peuvent être très inquiétants sur le plan numérique. Ils vont investir une corporéité numérique très inquiétante, avec des alias très inquiétants. Mais leur propre rapport au corps est très insécurisé. Et donc parfois, ça permet de questionner le décalage entre ce qui peut être montré et ce qui peut être réalisé. Et à l'inverse, on peut avoir des individus qui peuvent être fortement capables de violence et sans qu'ils tiennent un discours, on va dire, nécessairement inquiétant. Et ensuite, on va évaluer le scénario, les victimes cibles, pour voir si l'individu prépare, ou en tout cas est en train de scénariser un passage à l'acte violent. C'est là où je termine sur mon intervention sur 2 points, la question de l'évaluation et la question de la prévention. Donc en matière d'évaluation, on a construit une grille avec l'équipe, alors qui n'est pas une grille révolutionnaire sur le plan scientifique, mais une grille très basique qui vise à établir factuellement, on va dire, l'expérience de la violence des individus et ce qu'impliquent concrètement les enjeux de radicalité chez ces personnes-là. Parce qu'on part du principe qui est très simple et qui est partagé par beaucoup d'acteurs par ailleurs, c'est qu'on ne devient pas extrémiste en lisant simplement des pamphlets extrémistes. Il y a un ensemble d'expériences dans les trajectoires de vie qui viennent façonner des dispositions chez les individus qui facilitent l'adhésion à des discours radicaux et en particulier ici masculinistes. Par exemple, il est vrai que dans les situations sur lesquelles nous travaillons, le harcèlement scolaire est présent notamment chez les adolescents. La place de l'isolement social, la place des difficultés familiales. Et plusieurs intervenantes que vous avez auditionnées l'ont souligné. Je cite Christine Bard, qui rappelait que les idéologies masculinistes captent des hommes, des garçons faciles à manipuler, alors qu'ils traversent des moments insécures de leur existence. Avec néanmoins ce paradoxe-là, parce qu'on pourrait tout de suite basculer dans l'idée de la crise de la masculinité, qui est une construction théorique, qui est une construction idéologique. Mélanie Gourarier, Francis Dupuy-Derry l'ont montré. Depuis l'Antiquité, au Moyen-Âge, pendant la Révolution française, la thématique de la crise de la masculinité existait déjà. Mais là, le paradoxe, c'est ce que dit Francis Dupuy-Derry, c'est qu'on a souvent, nous, des garçons qui sont victimes d'autres garçons, victimes de violences d'autres garçons, et qui transforment le fait d'être exposés à la violence des autres garçons en une haine dirigés contre les femmes parce qu'ils vont s'inscrire dans des modèles de masculinité hégémonique violents. Et donc, c'est une réponse paradoxale qu'ils trouvent parfois dans ce type de situation. Donc, à chaque fois, l'enjeu pour nous, c'est d'évaluer le niveau d'engagement de l'individu, les expériences significatives de vie, mesurer les risques de violence pour déterminer les leviers d'action que je ne vais pas développer ici, mais qui sont des leviers d'action classiques dans les prises en charge médico-sociales, sanitaires ou sociales. Donc, je termine mon intervention sur les enjeux de prévention, parce qu'il y avait des questions là-dessus. Outre la question évidemment de la protection des victimes,
des violences masculinistes, qui devrait être un enjeu fondamental, la protection des gens exposés à la violence masculine en ligne ou hors ligne, il peut y avoir un enjeu de prévention concernant les auteurs potentiels de l'adhésion à la cause masculiniste ou à d'autres formes de radicalité connexes. Au niveau de la prévention primaire, aujourd'hui, on peut noter un axe qui est mis grandement sur les aspects cognitifs, sur les aspects discursifs, sur les discours. Mais ce qui nous semble central, au contraire, ou lié à ça, c'est la notion d'expérience. Voilà. La notion d'expérience. Et aujourd'hui, l'école est un enjeu central pour créer un contexte d'expérience des individus qui ne soit pas dissonant par rapport au discours véhiculé par les autorités publiques, par les acteurs éducatifs. L'expérience de la justice, pour tous ceux et celles qui sont exposés au harcèlement et qui ne trouvent pas nécessairement des réponses du côté de l'institution scolaire. L'expérience de l'égalité. Il ne suffit pas de dire que les garçons et les filles sont égaux. Il faut encore que une réflexion soit menée aujourd'hui dans les pratiques éducatives en matière de prévention et de repérage des comportements qui sont violents à bas bruit, je dirais, parce que la violence très visible, facile d'intervenir, mais la violence à bas bruit, c'est les petites remarques, les petites habitudes qui sont prises, c'est beaucoup plus compliqué. Et troisièmement, expérience d'une mixité qui ne soit pas organisée uniquement sur des enjeux d'hétérosexualité. Et là, je cite les travaux notamment d'Isabelle Claire, sociologue, Kevin Dieter, également sociologue, et notamment Kevin Dieter qui a montré dans des travaux comment les adultes, très vite, alors ce n'est pas son terme, c'est moi qui le dis, sexualisaient les relations entre les garçons et les filles. Autrement dit, quand un garçon joue avec une fille, fin de la crèche, début de maternelle, est-ce que c'est ton amoureux, est-ce que c'est ton amoureuse? Alors tout ça a un effet pervers, c'est-à-dire que tout ça, en fait, contribue à organiser les relations entre garçons et filles uniquement ou principalement sur des enjeux d'hétérosexualité et non pas sur des expériences de mixité qui ne soient pas uniquement organisées autour des enjeux de sexualité. Prévention primaire, prévention secondaire, c'est-à-dire les groupes à risque. Donc là, ici, il me semble qu'il y a des enjeux à poser au niveau des usages numériques et je ne vais pas développer. Prévention secondaire également sur les formes de boys club qui peuvent se créer dans différents espaces. Et là, je pense notamment, par exemple, à un angle mort, la question des premières années universitaires. Voilà, on sait que dans les grandes écoles, on sait que dans les universités, des formes de sociabilité peuvent être organisées autour de groupes de garçons qui vont diriger ensuite leur place dans l'institution contre les filles, mais également aussi contre les garçons qui vont être perçus comme peu virils ou moins virils ou plus isolés, etc. Et puis, prévention tertiaire, je pense qu'il est important d'avoir des équipes ou des ressources dans les différentes régions, des ressources pluridisciplinaires, pour pouvoir apporter un éclairage aux professionnels sur les situations en matière de formation, sur ces sujets aujourd'hui qui présentent des enjeux importants en termes de démocratie, en termes de vie commune. Et puis je termine mon intervention, je dépassais 2 minutes, je suis désolé, mais pour glisser ça, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener sur l'architecture des politiques publiques. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en matière des programmes EVARS, en matière de prévention des violences, etc., on a une politique publique qui fonctionne grandement sur les appels à projets. Or, les appels à projets ont tendance à précariser les associations, les organismes, et à diriger une partie de l'activité de ces organisations et de ces associations sur la réponse aux appels à projets et sur des enjeux communicationnels, c'est-à-dire communiquer pour montrer qu'ils agissent, etc. Et je trouve qu'il y a une perte de temps et qu'on aurait peut-être intérêt parfois à sécuriser ces associations, ces organismes, pour pouvoir diriger l'énergie principalement sur les aspects opérationnels. Je vous remercie et je laisse la parole à mon collègue. À votre collègue Alexandre Legret, qui conduit actuellement avec les enfants un projet de sensibilisation des adolescents masculinistes. Bonjour. Merci. Bien, merci à vous pour cette invitation. Donc effectivement, je suis chercheur universitaire, mais parallèlement, je suis expert judiciaire non inscrit à une cour d'appel, mais je suis régulièrement sollicité pour apporter mon concours dans le cadre de dossiers terroristes, majoritairement concernant le djihad, l'ultra-droite, mais aussi le masculinisme. Et j'ai une expérience un peu plus ancienne où on avait créé le CRIPAR, qui était le Centre Ressources, Information, Prévention, Adolescence et Radicalité, dans l'évaluation et la prise en charge des adolescents radicalisés et de leurs familles. Pardon ? Je vais commencer mon propos avec cette phrase assez simple. Je dirais que derrière chaque radicalité masculiniste, il y a un jeune qui a trouvé seul une solution à un effondrement que personne n'avait vu venir. Et je pense que notre responsabilité collective commence ici. C'est ce que la clinique nous a appris, là où le regard sécuritaire ne voyait qu'une menace à contenir. Nos travaux montrent en effet que la radicalisation masculiniste ne surgit pas brutalement. Elle s'inscrit dans une trajectoire progressive où s'articulent vulnérabilité biographique, humiliation adolescente, organisation psychopathologique et construction d'une identité radicale réparatrice.
Dans de nombreuses trajectoires de jeunes que j'ai pu rencontrer, les premiers éléments repérables concernent un sentiment précoce de non-reconnaissance dans le regard parental. Conviction d'avoir été le fruit d'une naissance accidentelle, sentiment de non-existence dans le désir parental, ou idée que leur venue au monde aurait contribué à l'effondrement dépressif de leurs parents. L'enfant construit alors son sentiment d'existence autour d'une reconnaissance conditionnelle. Exister, c'est correspondre aux attentes de l'autre. À cela s'ajoute fréquemment un sentiment de déclassement social, des conflits parentaux, une mère perçue comme psychiquement indisponible et un père absent, mais aussi idéalisé, difficilement accessible sur le plan identificatoire. Dans plusieurs trajectoires, une rupture brutale, souvent un déménagement, interrompt une enfance, petite enfance, vécue comme heureuse, voire idéalisée, entraînant la perte des liens amicaux et peut constituer un point de bascule dans la trajectoire développementale, favorisant l'émergence d'une anxiété sociale durable et d'un sentiment d'isolement progressif. Ces différents éléments contribuent à l'installation d'un sentiment persistant de ne pas exister pleinement dans le regard des autres, qu'il s'agisse des parents ou des pères. L'entrée dans l'adolescence constitue un moment de cristallisation de ces fragilités narcissiques. L'enjeu ou les enjeux de séduction confrontent le sujet à une évaluation sociale permanente. Un autre événement structurant revient constamment dans les discours de ces jeunes que j'ai rencontrés, c'est celui d'une humiliation infligée par une jeune fille envers laquelle l'adolescent éprouve une attirance. L'indifférence ou le rejet de celle-ci peut être vécu comme une confirmation douloureuse d'un sentiment ancien de non-valeur. Certains développent alors une autocensure totale du désir, construisant une représentation chevaleresque de l'amour qui paralyse toute initiative. Parallèlement, l'absence de mise en couple, quand les pères vivent leur première relation, accentue le décalage. Ces difficultés relationnelles sont souvent aggravées par des expériences d'humiliation au sein du groupe masculin lui-même. Moqueries, insultes visant leur supposée faiblesse, fréquemment associées à des propos homophobes. Ces attaques contribuent à la construction d'un sentiment de disqualification masculine et alimentent l'angoisse de passivation. Sur le plan corporel, ces adolescents présentent souvent une dysmorphophobie centrée sur l'image d'un corps jugé insuffisamment viril, faible ou infantile. Le corps devenant alors le support d'une dévalorisation permanente, renforçant l'évitement social et les difficultés relationnelles. À l'adolescence, la sexualité se développe dans la solitude, la honte et l'absence de relations réelles. Nous repérons également une consommation impulsive et frénétique de contenus pornographiques associant des contenus BDSM, hentai ou vidéos hyper violentes. Je ne compte plus le nombre de sujets dits radicalisés, nous ayant évoqué une consommation addictive de contenus sur des plateformes telles que Watch People Die. Watch People Die, voilà. Par effet d'analogie, là où la sélection d'un contenu pornographique peut créer les conditions d'un fétiche sexuel, la sélection d'un type de mise à mort renvoie à des fixations analogues du côté de l'angoisse de mort. Dans ces cas, il nous apparaît fondamental d'interroger les raisons conscientes et inconscientes du choix de type de vidéo consommée, sorte de vidéo fétiche à même d'exposer, par confrontation à des éléments pathobiographiques, des vécus traumatiques analogues irreprésentables. La fascination-sidération de ces contenus crée chez le sujet une recherche compulsive. Les effets traumatiques, manque de sommeil et l'angoisse précèdent souvent de quelques jours les passages à l'acte. Nous avons ainsi été confrontés à des adolescents qui s'imposaient le visionnage de ces vidéos afin de ne pas être faibles, de faire comme leur communauté, ce qui n'est pas sans entraîner des symptômes d'allure traumatique. Tel cet adolescent qui ne pouvait plus manger de viande rouge, ni toucher son corps, sous peine d'être envahi par des images de chair découpée. L'analyse des recherches Internet liées à des contenus pornographiques ou la récurrence de certaines thématiques sexuelles dans leurs fantasmes révèle que la première expérience consciente d'excitation sexuelle incontrôlable s'inscrit dans une scène où le sujet est humilié. Il y a donc une fixation, une intrication entre la pulsion sexuelle débordante et l'expérience d'humiliation. Cette dernière peut paradoxalement être recherchée activement afin d'obtenir une jouissance impossible à obtenir autrement. Ce mécanisme pouvant constituer un élément central dans la formation ultérieure de scénarios paraphiliques, notamment de type masochisme sexuel. Néanmoins, à ne pas s'y méprendre. Il nous apparaît que cette centration sur le sexuel, sur la frustration sexuelle à l'œuvre chez les masculinistes,
est à risque d'invisibiliser la dimension narcissique qui est mise en jeu. Nous émettons ainsi l'hypothèse d'une perversion de type narcissique qui se verrait secondairement érotisée au travers de la recherche du sexuel. C'est-à-dire, indépendamment d'une satisfaction réelle du côté du sexuel, il s'agit davantage de séduire, de conquérir, pour avoir la preuve de sa valeur narcissique. Dans ce contexte, la femme n'est qu'un objet lui permettant d'obtenir une satisfaction narcissique, un faire-valoir, à valeur de fétiche, d'être reconnu en tant que mâle. Malgré ces difficultés, de nombreux adolescents décrivent des tentatives actives de transformation de leur statut social. Investissement radical dans le sport, looks-maxing, jeu d'argent, autant de voies vers une reconnaissance immédiate de virilité. Chez d'autres, le recours au religieux permet une réorganisation psychique temporaire. Ce qui est intéressant, c'est cet accrochage soudain à une figure divine dans lequel le sujet apparaît en relation, comme pourrait le faire l'adolescent, avec une figure parentale supplétive, secourable et disponible. Elle permet de contrecarrer les angoisses, les phobies sociales et de contenir les idéations suicidaires. Pour d'autres, enfin, des conduites scarificatoires à visée expiatoire s'inscrivent comme ultime tentative de contenance, parfois jusqu'au basculement vers l'obligation morale de commettre un attentat. Le mobile apparaît alors pris dans une logique expiatoire d'être châtié d'un crime réel, venant en résonance avec une conviction d'avoir commis un crime imaginaire. Lorsque ces tentatives de réparation narcissique échouent à produire les effets escomptés, l'écart entre l'idéal et la réalité peut générer un sentiment d'effondrement narcissique particulièrement intense. Dans ce contexte, l'adoption d'une idéologie radicale peut constituer une tentative de reconstruction identitaire. L'idéologie masculiniste offre alors plusieurs fonctions psychiques simultanées. Elle transforme une expérience individuelle d'échec en injustice collective. Elle fournit un cadre explicatif simplifié de frustrations vécues. Elle permet l'intégration dans une communauté partageant les mêmes représentations et elle propose une identité viriliste susceptible de restaurer une masculinité vécue comme défaillante. Du côté de la psychopathologie, bien que les revues internationales évoquent la forte prévalence de troubles psychopathologiques au sein des populations masculines, notamment la population incel, notamment les expériences dépressives, les symptômes anxieux et certains traits associés au spectre autistique, nos entretiens avec ces jeunes laissent observer la convergence de différents traits de personnalité. J'ai pu observer une composante narcissique caractérisée par une hypersensibilité à l'humiliation, une composante paranoïde favorisant l'interprétation hostile des interactions sociales, une composante évitante associée à une anxiété sociale importante et une organisation sexuelle paraphilique, notamment de type masochisme sexuel. L'ensemble de cette présentation clinique est joint avec la présence de troubles dépressifs persistants, une forte introversion et des idéations suicidaires récurrentes. Parallèlement, nombreux sont ceux qui nous ont évoqué la négation de leurs troubles par leur propre entourage, des parents focalisés sur leur performance scolaire. Lors d'échecs scolaires, leur sentiment de reconnaissance s'effondre, pouvant précipiter des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs. Dans certaines situations extrêmes, le passage à l'acte violent peut apparaître comme une ultime tentative de prouver son existence. L'adolescent peut fixer une date symbolique à partir de laquelle sa vie doit changer, transformant l'action violente en ultime preuve d'existence. La violence dirigée vers autrui s'inscrit alors dans une dynamique simultanément hétéro-agressive et suicidaire à visée de postérité. Pour conclure, l'analyse de ces trajectoires nous laisse observer l'existence d'un polymorphisme radical, c'est-à-dire la capacité d'un même processus psychique à investir différentes formes de radicalité, religieuse, politique, masculiniste, tueur de masse, selon les supports symboliques disponibles. Le choix de la cause n'apparaît pas l'élément central. Il semble exprimer des traumatismes individuels, familiaux, parfois intergénérationnels, et leur donner une représentation auquel le jeune adhère. Selon nous, la radicalité fonctionne comme un dispositif de lutte contre la honte, l'humiliation et le non-être, offrant accès à une identité héroïsée, réparatrice. Je laisse la parole à John, qui, une fois rencontré, m'a dit « J'ai souvent utilisé des phrases pour me faire passer pour un masculiniste, pour me faire remarquer, pour qu'on s'occupe de moi. Ce que je cherchais, c'est l'attention. » Et lorsque je lui demande « Mais dans quel but ?» il me dit « Je suis convaincu que c'était pour être moins seul, qu'on me pose des questions, qu'on vienne vers moi. » J'ai ouvert cette présentation en disant que derrière chaque radicalité, il y a un jeune qui a trouvé seul une solution à un effondrement que personne n'avait vu venir. John vient de nous dire avec ses propres mots de quoi cet effondrement était fait. Dans ces contextes, cette radicalité masculiniste
apparaît donc moins en lien avec une radicalité idéologique qu'une radicalité idéalogique à visée réparatrice, mais profondément mortifère. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bétier. Oui, bien. Mesdames, Monsieur, alors je souhaite vous remercier en ouverture déjà pour cette invitation et de rappeler dans quel cadre j'inscris ma présence ici en tant que coordinateur du COSPRAD, qui est le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation. Alors le COSPRAD est une instance interministérielle placée auprès du Premier ministre et sa création résonne dans un moment bien particulier que la France a connu il y a quelques années, puisqu'il a été acté, le COSPRAD, dans le plan gouvernemental d'action contre la radicalisation et le terrorisme, adopté le 9 mai 2016. Et ce conseil s'inscrit également dans le prolongement du rapport établi à la suite de l'appel à projet Recherche Attentat, lancé le 18 novembre 2015 par le président du CNRS, quelques jours seulement après les attaques du 13 novembre. Ce rapport soulignait déjà la nécessité de mieux assurer le transfert des résultats de la recherche vers les acteurs de la puissance publique. La mission du COSPRAD est donc très claire. Il s'agit de favoriser un dialogue étroit entre responsables institutionnels, décideurs politiques et communautés scientifiques, ceci afin de développer, soutenir et diffuser les travaux de recherche sur les phénomènes de radicalisation au bénéfice de l'action publique. Sa composition témoigne de ce souci et de cette mission, puisque le COSPRAD, et c'est une chose importante sur laquelle je veux attirer votre attention, est composé de 33 membres issus de plusieurs ministères, notamment ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des Armées et de la Justice. Il est également composé de représentants d'instances interministérielles, d'un président d'université, du président directeur général du CNRS, d'élus nationaux et locaux, et enfin de 13 personnes qualifiées issues du champ scientifique des sciences sociales. Sa vice-présidence, elle, est confiée au président directeur général du CNRS, qui garantit un lien direct avec la communauté scientifique. Et dans ce cadre, malgré le moment de sa création, le COSPRAD a cherché depuis plusieurs années à réfléchir, à ouvrir sa réflexion à la question des radicalités violentes, expliquant en cela aussi une focalisation bien singulière après 2015 sur la radicalisation dite djihadiste. Dès lors, comme cela a été proposé et introduit par l'introduction à cette table ronde, une question se pose sur laquelle le COSPRAD est en première ligne. Quelles connaissances existent aujourd'hui sur les mouvements masculinistes, leur potentialité violente et antidémocratique ? Je suis ravi d'ailleurs de participer à cette table ronde avec justement des collègues qui à la fois permettent de comprendre comment les recherches peuvent être pensées d'un point de vue top-down, mais aussi bottom-up à travers les expériences concrètes de terrain. Donc, mon premier point va concerner la question de la documentation sur ces mouvements masculinistes. S'agissant de ces mouvements, il y a depuis une quinzaine d'années, dans le champ scientifique et en particulier anglo-saxon, un développement important des recherches, notamment en sciences sociales. Et dès la relance des activités du COSPRAD en 2022, un travail de mise en relation a été engagé, d'une part, entre ce champ des recherches en plein développement et surtout les administrations qui faisaient partie du COSPRAD et qui, de plus en plus, étaient pris dans cet enjeu des masculinismes violents. On a eu énormément de remontées de la part du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, mais également du ministère de l'Éducation nationale, à travers ses agents de terrain, autour de ces problématiques qui apparaissaient de plus en plus quotidiennes et centrales. À ce titre, le COSPRAD a essayé justement de construire un panorama de ses recherches sur les masculinismes violents et il a été assez évident dès le départ d'aller regarder à l'international le champ scientifique et les études qui avaient pu être menées, et notamment au Canada,
autour de l'Université de Montréal avec M. Samuel Tanner et M. François Gillardin, dont les travaux ont permis d'éclairer, au départ, le travail de mobilisation et de diffusion, justement, entre le champ scientifique et le champ de l'action publique. Ainsi, plusieurs cafés scientifiques ont été organisés afin de réunir des chercheurs et des membres des administrations centrales qui étaient intéressés à cette question des masculinismes violents. Ces cafés scientifiques, donc de diffusion des recherches et des résultats en cours de ces recherches, ont été organisés sur le thème de l'information, comment Telegram nourrit émotions extrêmes et discours de haine, avec Laura Ascon, qui est linguiste. Également, désinformation genrée et fabrique de la communication toxique sur TikTok, autour des travaux donc, de l'Université de Montréal et de M. Samuel Tanner. Et par la suite, ces cafés scientifiques ont donné lieu à des publications de synthèse qui ensuite ont été également l'objet de production de capsules vidéo afin justement de pouvoir permettre une meilleure diffusion de ces travaux et de ces premiers résultats. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la remontée des travaux de recherche scientifique qui ont eu cours depuis plusieurs années a permis à une série d'administrations et d'acteurs de terrain de justement se sensibiliser de plus en plus à cette question. Et à travers ces supports que nous vous distribuerons, si vous le désirez, ces supports ont permis également de participer à des formations très directes au sein de la PJJ et, il y a quelques jours, au sein de l'Académie de Versailles, autour justement d'un webinaire qui a pu réunir, je crois, 600 personnes connectées, avec 90% de chefs d'établissement et d'inspecteurs et des référents laïcité et valeurs de la République, autour justement d'un panorama de ces mouvements masculinistes, ce qui montre bien l'intérêt des acteurs de terrain qui sont confrontés aussi à ces enjeux, qui ont besoin finalement d'une réponse ou en tout cas de signes pour mieux comprendre ces phénomènes. Un deuxième webinaire sera produit dans quelques jours. Et de ce point de vue-là, il me semble important de souligner le fait que le champ scientifique, et ça a été le cas depuis tout à l'heure, qui a été démontré depuis tout à l'heure, le champ scientifique s'est saisi de ces problématiques. Il y a une mobilisation des travaux, et je pense que les différentes auditions que vous avez menées l'ont montré. On a beaucoup de collègues scientifiques qui ont pu investir par intérêt, par également capillarité, les enjeux de cette violence masculiniste. Je souligne néanmoins qu'il est nécessaire de continuer cet investissement et de continuer cette recherche. C'est dans cette perspective qu'avec la déléguée au plan national Femmes, Paix et Sécurité placée auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des autres services du ministère de l'Intérieur, un projet de recherche a été déposé lors de l'appel de l'Agence nationale pour la recherche, ANR, il y a quelques semaines, sur justement une cartographie des mouvements masculinistes actuels et les stratégies de lutte et de prévention contre ces mouvements dits violents. Il y a également, en outre, un projet d'expertise qui va être lancé avec le CNRS pour un état de l'art scientifique international sur la question réseaux sociaux et violences. L'idée, ici, est de produire des savoirs à partir de ce qui existe déjà dans le champ scientifique, afin, justement, de tirer des leçons d'une expérience que le COSPRAD a connue post-2015 dans le cadre de la lutte contre le djihadisme et la violence terroriste. Il était important à cette époque d'expliquer l'engagement de l'État, l'engagement de la communauté scientifique sur cette thématique du djihad international et de sa violence dans le cas français. Il a été toutefois souligné les erreurs qui ont pu être commises dans cette mobilisation très forte, avec l'ouverture d'un champ d'expertise et d'un marché de l'expertise qui a pu produire parfois des résultats en dehors des mécanismes et des procédures de recherche, avec parfois des prises de parole qui ne s'appuyaient pas sur des études empiriquement fondées. Il est donc
essentiel aujourd'hui, lors de cette mise sur agenda des violences masculinistes, de bien expliquer et de faire confiance, comme cela a été souligné précédemment, aux acteurs de terrain, que ce soit dans le champ scientifique, mais aussi au niveau des associations, à leur expérience et également à leur capacité à produire des études à partir de terrains empiriques, réels et robustes. Et l'expérience que le COSPRAD a pu faire est la nécessité de piloter à la fois des appels à projets, mais pas uniquement, avoir et favoriser une approche bottom-up à partir des acteurs de terrain, de leur expérience de confrontation à la fois aux communautés radicalisées, mais aussi aux acteurs qui sont en charge de la prévention de cette possible violence. Je dis possible violence parce que, et ça sera mon deuxième point, il est extrêmement important ici de réfléchir à la question de la radicalisation comme un processus à la fois individuel et psychique, mais également, et c'est le rôle des sciences sociales, de replacer ces mécanismes de radicalisation dans des espaces sociaux et politiques. Et l'exemple qui nous est donné des mouvements masculinistes nous oblige à aller dans le sens d'une compréhension de ces processus de radicalisation comme des dynamiques sociales et politiques par lesquelles les individus ou des groupes adoptent des positions idéologiques de rupture pouvant conduire à la légitimation de la violence. Je vais donc dans le sens de ce qui a été dit précédemment, puisque la radicalisation relève moins d'un événement ponctuel que d'un processus cumulatif, marqué par des phénomènes de socialisation parfois militante, de polarisation idéologique, d'effets de groupe ou d'ancrage territoriaux et numériques. Il s'agit ici de donner à ces engagements individuels une dimension plus collective et politique. Les sciences sociales cherchent aujourd'hui à expliquer comment des normes dominantes vont être adoptées par des individus et des groupes pour justifier une violence que l'on qualifie en sciences politiques d'éminemment politique et idéologique. Que ce soit pour les engagements radicaux djihadistes, ou bien d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, les engagements radicaux du masculinisme et des masculinités ne partagent pas des idéologies communes. Ils s'insèrent dans des théories idéologiques différentes. Néanmoins, et c'est un point de convergence qui me semble important et qui a été également soulevé, des traits convergents existent dans la construction de ces idéologies, notamment un rapport conflictuel aux institutions et aux normes dominantes, une production de grammaire, de figures héroïques et de récits de victimisation, légitimation, qui vont redéfinir les frontières morales entre le « eux » et le « nous ». Cette frontière morale entre le « eux » et le « nous » permettant généralement de justifier une violence contre le « eux », contre l'autre, celui qui est défini comme l'ennemi. Ce point commun est intéressant parce que je pense qu'il explique une partie des convergences qui ont pu être observées à la fois sur le terrain, mais également dans les études scientifiques qui ont été menées sur le phénomène d'hybridation des idéologies. Je me souviens, moi, à titre personnel, d'une observation d'une audience de jugement d'un jeune homme et d'une jeune femme qui avaient pour projet d'attaquer leur lycée. Ce jeune homme était engagé dans ce qu'on va appeler l'ultra-droite, puisqu'il avait une trajectoire d'engagement en tant que skin, puis en tant que militant identitaire. Et cette jeune femme, elle, était engagée dans le djihad. Ces deux personnes avaient construit un bricolage, comme cela a été dit, une hybridation de leurs idéologies autour d'un même repère, celui, finalement, qui a été soulevé d'une expérience adolescente malheureuse, frustrés, et entre l'ultra-droite et le djihadisme, ils avaient trouvé un point commun, c'était une allégeance à Columbine, la tuerie de masse produite aux États-Unis. Ils étaient allés suffisamment loin dans leur projet pour être arrêtés et jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Cette hybridation assez particulière qui va à l'encontre un peu de ce que l'on peut imaginer finalement dans la construction théorique de ces différents mouvements radicaux violents, nous montre justement l'hybridation, le bricolage qui peut être fait
à partir d'idéologies qui apparaissent complètement contraires. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il existe une série de travaux aujourd'hui sur les processus de radicalisation qui peuvent servir de base de données à une compréhension des nouveaux mouvements, ou en tout cas de ceux qu'on identifie comme des nouveaux mouvements d'engagement radicaux. Et il est essentiel de s'appuyer sur ce qui existe aujourd'hui pour justement éviter cette construction d'un nouveau marché où finalement la robustesse des travaux est moins importante que leur effet déclaratif. Et je vais un peu dans le sens de ce qui a été souligné auparavant sur la nécessité finalement à la fois de piloter des appels à recherche, mais aussi de faire confiance à des projets qui existent depuis plusieurs années sur ces processus. Parler de processus de radicalisation, et ça sera mon troisième et avant-dernier point, c'est effectivement évoquer aussi la question du cadre de développement de ces processus de radicalisation, et en particulier les réseaux sociaux. Il est essentiel de considérer les réseaux sociaux, non pas comme le seul élément explicatif de l'engagement, mais comme un cadre de diffusion et de construction d'une identité, certes individuelle, mais également collective. Et les études qui ont été menées sur la djihadosphère, comme cela a été appelé à une époque, et qui aujourd'hui conduisent à comprendre, ou en tout cas à analyser la manosphère, qui est ce que l'on appelle l'espace numérique des mouvements masculinistes, nous montrent d'énormes points communs, d'énormes perspectives qui vont dans le même sens, finalement, d'une construction d'un espace à la fois algorithmique, mais également financier. Et on pourra y revenir dans les questions. Je pense que cette dimension financière, notamment autour de la figure des influenceurs masculinistes, produit des effets dans la construction et dans la persistance de cet espace numérique et dans sa légalité, finalement, son acceptation par les réseaux et par les plateformes sociales. Il y a derrière l'enjeu du discours et de la diffusion des haines masculinistes et des discours peut-être plus à bas bruit sur et contre les femmes, cet enjeu financier extrêmement important qu'il faut prendre en compte et qui constitue aussi un des leviers actuels de ce développement de ces discours et de cet espace. J'ai été beaucoup trop long, donc je conclurai sur un dernier point qui nous a semblé au sein du COSPRAD important, c'est la question des alternatives, des discours de prévention, de ce qu'on va appeler les contre-discours. Il y a là aussi une expérience à tirer de l'après-2015 et de la mobilisation inédite des pouvoirs publics autour de la lutte contre la radicalisation djihadiste, à travers en particulier la production de toute une série de contre-discours et également d'un très grand nombre de programmes de prévention. Il y a, je pense, ici quelque chose qui nous permet de ne pas partir de rien et qui introduit dans l'action publique une nécessité, là encore je vais vraiment dans le sens de ce qui a été dit précédemment, d'une transversalité de l'action publique et d'un pilotage qui doit se faire aussi à partir d'acteurs qui, si en 2015, ils n'avaient pas une expérience de terrain de ces processus de radicalisation, aujourd'hui connaissent concrètement des terrains, des cas pratiques et peuvent, à partir de ces évolutions des processus de radicalisation, produire des savoirs et des adaptations des logiques de prévention qui existent depuis quelques années maintenant. J'attire enfin l'attention, et nous pourrons en discuter par la suite, sur la nécessité aussi de penser la régulation de l'espace numérique et en particulier de renverser également la figure du contrôle en faisant des citoyens et des citoyennes de possibles garants de cette régulation et en ne laissant pas uniquement aux autorités institutionnelles ce devoir de régulation, notamment par la production de contre-discours qui viendraient et qui seraient issus de la société civile. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette table ronde passionnante. Comme vous l'avez précisé, je suis journaliste et auteur, je ne suis pas chercheur, donc
Voilà, je ne prétends pas du tout avoir la même expertise que mes voisins qui ont livré des présentations passionnantes. Je vais axer mon intervention sur 2 travaux spécifiques que j'ai pu réaliser ces dernières années. Le premier sur la mouvance incel, qui est sans doute la forme la plus radicale du masculinisme moderne, et le second sur les effets de la radicalisation misogyne des garçons au sein des familles françaises. J'ai découvert les incels en 2018. À l'époque, je travaille pour le magazine Néon et nous décidons de réaliser un sujet sur le terrorisme misogyne en réaction à une attaque à la voiture bélier qui vient d'avoir lieu dans les rues de Toronto et a fait 11 victimes, dont 9 femmes. L'auteur, Alek Minassian, est un jeune homme de 25 ans, solitaire, mal dans sa peau, qui se dit effrayé par les femmes et s'est radicalisé sur des forums Internet. Juste avant son passage à l'acte, il a publié sur son compte Facebook un message dans lequel il annonce, je cite, « La rébellion incel a déjà commencé. Nous reverserons tous les Chad et toutes les Stacy. Salutations au suprême gentleman Elliot Rodger. » Incel pour célibataire involontaire, un mot apparu à la fin des années 90 et qui désigne une communauté d'hommes qui attribuent leur célibat à l'émancipation des femmes. Inquiet de la manière dont le phénomène gagne en puissance, je décide quelques temps plus tard de me lancer dans une enquête sur les incels, en infiltrant durant plusieurs mois certains de leurs espaces numériques, notamment le forum principal de la mouvance qui compte, à l'heure où je vous parle, près de 40 000 membres, dont un certain nombre de Français. Je découvre alors une sous-culture très sombre et très fournie, faite de complotisme, de concepts pseudo-scientifiques, de rhétorique victimaire et surtout d'une misogynie extrême. Toutes les violences s'y expriment, favorisées par l'anonymat et un langage très codifié. On peut y lire des apologies des violences conjugales, du féminicide, des massacres de masse, du viol, du cyberharcèlement, du harcèlement de rue, de la pédophilie, du fascisme, du nazisme. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'hybridation de tous ces discours qui viennent s'entremêler dans ces espaces-là. Les femmes y sont appelées des fémoïdes. Elles sont déshumanisées, réduites à leur corps, à un statut presque animal et décrites comme étant par essence manipulatrices, vénales, lubriques. Mais leur principal défaut, leur très grande faute, c'est surtout de ne pas être attiré par eux, les incels. Ils déploient une vision du monde ultra hiérarchisée dans laquelle un homme n'a de valeur que par sa capacité à avoir accès au corps des femmes. Ils s'en remettent à une échelle de l'attractivité notée de 1 à 10. À 10 règnent les Tchads, cités par Alek Minassian dans son message Facebook. Et à 0 se morfondent les incels, une place à laquelle ils se pensent condamnés à cause d'une mauvaise génétique. Contrairement à eux, les Tchads sont beaux, musclés, grands, ont des mâchoires carrées. Il y a une fascination, une obsession pour les mâchoires carrées dans le monde incel. Et ils peuvent sortir, eux, avec des Stacy, qui sont leur équivalent féminin. Cette échelle est accompagnée d'études pseudo-scientifiques, citons notamment la loi de Pareto, empruntée au langage scientifique, et qui prouverait que 80% des femmes ne sont attirées que par 20% des hommes. On trouve aussi sur le forum de régulières hagiographies d'auteurs d'attaques misogynes, considérés comme des saints, canonisés en quelque sorte, un panthéon au sommet duquel trône Elliot Rodger, le suprême gentleman cité également par Alek Minassian avant son passage à l'acte, et qui a commis à 22 ans, en mai 2014, une attaque dirigée contre les étudiants de sa faculté en Californie, qui a fait 6 victimes et 14 blessés. Elliot Rodger, qui est mort durant cet attentat, a laissé derrière lui un manifeste baptisé « Mon monde tordu », un long texte torturé et plaintif dans lequel il étale son mal-être, déroule ses fantasmes, notamment son rêve de mettre les femmes dans des camps de concentration, et annonce sa future attaque qu'il baptise « Le jour du châtiment ». On trouve très facilement son manifeste sur Internet, notamment traduit en français. L'adoration d'Elliot Rodger est si présente sur ce forum que ses initiales apparaissent partout, dans les pseudonymes des membres ou dans certaines expressions. Passer ER signifie ainsi passer à l'acte. On le comprend, le monde incel ressemble à un culte, un dogme, et installe une mécanique d'endoctrinement proche d'une secte. Ses adeptes y trouvent une communauté émotionnelle qui, si elle offre un court soulagement en rompant l'isolement, les entraîne très vite dans des pensées de plus en plus sombres. Et au cœur de ce culte se trouve la pilule noire. Prendre la pilule noire, c'est accepter la fatalité de son destin incel et renoncer à toute amélioration. Ce renoncement entraîne un lâcher-prise dans les échanges comme dans les idées. L'un des sujets les plus discutés, ça a été aussi relevé plus tôt, après les femmes et les auteurs de tuerie, c'est le suicide. Et on peut lire régulièrement des lettres d'adieu ou des conseils pour mettre fin à ces jours. Et d'ailleurs, ce forum principal qui s'appelle incel.is, il est connecté à un autre forum qui a fait ses premières victimes en France depuis peu, qui s'appelle Sanctioned Suicide, qui a été interdit dans plusieurs pays, et notamment en Angleterre, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Pour vous dire à quel point ces mondes-là sont connectés. Ces espaces fonctionnent comme une spirale qui aspire ses membres dans les profondeurs. Les hommes qui y déversent leur frustration sont souvent jeunes et disent souffrir d'une grande solitude. Les études dont nous disposons établissent quelques points communs entre eux, ça a déjà été dit, mais je le rappelle, notamment une prévalence des troubles dépressifs, du spectre autistique, les troubles paranoïaques, la personnalité narcissique également. Fait assez saillant, et je vais redire quelque chose qui a déjà été dit, presque tous disent avoir subi du harcèlement scolaire, ce que j'ai pu vérifier moi-même au cours de mes échanges avec eux.
c'est vraiment une prévalence très forte, le harcèlement scolaire. Ils ont des problématiques de socialisation bien plus larges que celles qui concernent leur vie sentimentale. Certains sont connectés en permanence au forum et semblent mener une existence recluse. Ils disent souffrir du rejet des femmes et sont en réalité victimes de l'image faussée qu'ils se font de la masculinité, de ce qu'ils pensent devoir être et ne sont pas. Ils cherchent avant tout à être validés par d'autres hommes, c'est une logique de Boys Club, et on a déjà cité le travail de Mélanie Guarillet là-dessus. Lorsqu'un membre du forum rencontre une femme, les incels considèrent qu'il réalise une ascension, selon leur lexique. Ça ne signifie pas qu'il accède à une sorte de paradis d'amour et de sensualité, mais qu'il grimpe dans la hiérarchie des hommes, jusqu'à peut-être devenir un jour lui-même un tchad. Se sentant exclu de la masculinité hégémonique, et ça c'est le chercheur canadien Michael Alpine qui le souligne, il surperforme en ligne cette masculinité dominante, qui n'est qu'un masque numérique, mais qui produit une violence bien réelle. Il faut le rappeler également, la violence incel, c'est pas que la violence terroriste, c'est aussi une violence du quotidien. Certains incels se vantent d'ailleurs d'appartenir à un ensemble qui génère de la peur et augmente le danger qui pèse sur les femmes. On aurait tort de considérer qu'il s'agit là d'un petit astre lointain dans la galaxie masculiniste. Il est au contraire totalement intégré à la manosphère. La pilule noire est ainsi connectée à la pilule rouge, qui est celle des mectos, des pick-up artistes, des coachs en séduction et autres influenceurs type Andrew Tate. Il y a une sorte de tunnel qui, de lien en lien, de déception en déception, mène de la pilule rouge à la pilule noire. Si les masculinistes plus mainstream, façon de parler, se moquent des incels, ils leur servent aussi d'une certaine manière d'épouvantail. Ces mondes-là communiquent, se nourrissent les uns des autres et grossissent. L'idéologie incel gagne en popularité ces dernières années et déborde largement des forums dédiés aujourd'hui, et ce, dans le monde entier, y compris en France. Lorsque j'ai commencé mon enquête, donc c'était aux alentours de 2022, aucune arrestation, à ma connaissance en tout cas, liée à cette mouvance n'avait eu lieu dans notre pays. Il y en a eu plusieurs depuis, notamment celle d'un lycéen de 19 ans fasciné par Elliot Rodger, interpellé le 1er juillet 2025 à Saint-Étienne, armé de 2 couteaux et qui projetait d'attaquer des femmes. Il est le premier incel à être visé par une procédure pour terrorisme dans notre pays. En tout, les chercheurs considèrent que l'on peut attribuer à la mouvance incel entre 15 et 20 événements violents depuis 2014 dans le monde, ayant fait entre 50 et 100 morts. La fourchette est assez large parce que la revendication, c'est à chaque fois assez difficile à détecter. Et comme c'est connecté à l'ultra-droite, à d'autres phénomènes de radicalisation, c'est parfois un peu difficile de le dire. Là, c'est vraiment l'estimation basse de ce que la mouvance incel a pu générer, ou d'attaques ou d'attentats clairement revendiqués par des hommes appartenant à la mouvance incel. Au bout de cette infiltration, j'ai d'abord publié une première enquête chez Mediapart en mai 2024. Puis j'ai pensé que la fiction pouvait me permettre de proposer une lecture plus incarnée du phénomène. J'ai donc écrit un roman inspiré de cette enquête et intitulé « Pilule noire » qui vient de sortir. Et parallèlement, j'ai voulu poursuivre mon effort de documentation de la poussée masculiniste dans notre pays, en m'interrogeant sur ce que pouvait provoquer au sein d'une famille la radicalisation d'un fils. J'ai publié il y a quelques semaines un article sur le site du Monde pour lequel j'ai rencontré une dizaine de parents qui constatent chez leurs garçons l'apparition d'un discours misogyne, homophobe, transphobe, raciste, très en décalage avec leur culture familiale, et qu'ils attribuent à l'influence d'Internet. Tous décrivent un processus insidieux qu'ils n'ont d'abord pas détecté, derrière la porte d'une chambre ou dans le secret d'un téléphone. Ces jeunes hommes inquiets cherchent de la réassurance sur les réseaux. Les gourous de la masculinité leur vendent une grille de lecture ultra-libérale et conflictuelle et leur assurent que pour progresser, ils n'ont besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes, si tant est qu'ils appliquent les bonnes méthodes. En général, c'est faire des pompes et investir dans la crypto-monnaie. Une rhétorique qui les rend seuls responsables de leurs difficultés et les isole encore davantage. C'est ainsi que le piège se referme et les entraîne dans des logiques d'affirmation identitaire de plus en plus étroites et fermées. Il est important de le souligner. Quand les fils se radicalisent, ce sont leurs mères et leurs sœurs qui en souffrent le plus. J'ai rencontré des mères dont les garçons installent des rapports de force, conquièrent l'espace au sein des foyers, peuvent être violents verbalement, mais aussi physiquement. Les mères célibataires sont particulièrement exposées, notamment parce que leur ex-mari peut jouer un rôle dans cette mécanique et chercher une forme de revanche. C'est un cas que j'ai rencontré dans plusieurs témoignages. Nous le savons, et le dernier rapport du HCE le montre bien, le masculinisme est bien loin de ne concerner que la jeunesse. La radicalisation des fils est parfois la radicalisation des pères. Mais il y a aussi de plus en plus de papas qui sont attentifs à ces sujets et qui ne comprennent pas la dérive réactionnaire de leur enfant. Ils se sentent coupables, se demandent ce qu'ils ont mal fait, se questionnent sur leur propre masculinité, dont ils ont souvent du mal à cerner les contours. On sent qu'il y a là une réflexion qui s'enclenche et qui est porteuse d'espoir. Les spécialistes de l'éducation que j'ai pu interroger insistent sur un point. Il est important, voire crucial, de maintenir la communication avec ces garçons pour éviter une rupture qui pourrait aggraver les choses. Ne pas chercher l'affrontement idéologique, mais contourner les sujets qui crispent pour parvenir à les faire parler d'eux, de leur vie, de leurs inquiétudes. L'enjeu, comme le souligne la sociologue Christine Castelin-Meunier,
c'est de leur apprendre l'intime. Dans cet effort, il faut le dire, le répéter, les pères ont un rôle important à jouer. Pas en réactivant une paternité stéréotypée, mais avec de la présence et en établissant avec leur fils cette communication qui a souvent fait défaut dans les générations précédentes et a permis la transmission d'une masculinité silencieuse, rigide, dominante. Changer l'éducation des garçons aujourd'hui, c'est changer les hommes qu'ils seront demain. Parler donc avec nos fils, mais aussi nos frères, nos cousins, nos oncles, nos amis, nos pères. Nous avons besoin d'une prise de conscience beaucoup plus large et plus forte des hommes sur ce sujet pour rompre la chaîne de la violence et faire reculer le masculinisme. Merci. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant vous poser quelques questions, même si vos 4 interventions étaient très riches et bien entendues par nous toutes. Je vais donner la parole d'abord à mes collègues co-rapportrices et puis ensuite aux sénatrices de la délégation aux droits des femmes qui souhaitent intervenir. Béatrice, Olivia, laquelle de vous deux? C'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi? Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces échanges et ce que vous nous avez expliqué. Alors pour certains points, ça recoupe. Ça fait déjà plusieurs mois que nous menons des auditions. Non pas qu'on n'ait rien appris, parce que cette approche, non pas par le soin, mais par du côté non pas de la production des contenus masculinistes, mais de leur réception, a été peu abordée. Vous avez opposé la radicalisation cognitive à quoi? Vous avez parlé très vite. À la question de l'engagement radical, en fait. Radical. Oui, d'accord. Dans la mesure où on a bien compris qu'il n'y avait pas que les incels et que tous les mouvements masculinistes en viennent même à se contredire entre ceux qui prônent l'abstinence pour garder son essence virile, je ne sais pas quoi, pour faire plus d'argent avec son entreprise et plus de succès, ça existe aussi, et ceux qui font la promotion des camps de concentration pour les femmes, je n'avais pas celle-là. J'entends bien que ça se base sur des fragilités. Comment... Les filles aussi sont élevées dans les mêmes difficultés et avec aussi des fragilités narcissiques et aussi, bon, certaines répondent aussi au discours de l'hégémonie masculiniste. Mais enfin, qu'est-ce qui fait que c'est ça la réponse qui est proposée aux garçons? J'ai évidemment une idée de la réponse, mais il ne m'appartient pas de la dire. Vous, monsieur, vous avez parlé des pratiques hentai. Je les ai pas. Qu'est-ce que c'est? Alors les hentai, ce sont des dessins animés pornographiques japonais qui permettent de mettre en exposition des contenus complètement transgressifs qui sont généralement liés avec des contenus de zoophilie ou d'inceste. Ça s'écrit comment? Hentai. H-E-N. Voilà. Et qui rejoint tout à fait les propos sur la pédophilie, etc., qui conspirent dans la théorie incel. Sympa. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Au vu des travaux que vous avez menés tous les deux et que vous nous avez présentés, j'ai pas très bien compris, cher monsieur, le rôle du COSPRAD. Vous nous avez présenté le dispositif. Je suis allée voir rapidement. J'ai vu qu'il y avait un député sénateur qui en était membre. Qui est le sénateur? Monsieur Karouchi, qui a été nommé. Et donc, il participe aux 4 conseils qui ont lieu par an. Et on a déjà fait plusieurs interventions, alors pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, pour présenter justement des rapports scientifiques sur des processus de radicalisation. En l'occurrence, il s'agissait des processus d'engagement du djihadisme. J'ai bien compris que ça avait été l'essentiel des travaux pour l'instant et que vous commencez à mener des travaux sur les mascus. Alors, pardon, je vais terminer ma question, s'il vous plaît. Dans la mesure où la plupart des gens autour de cette table travaillent depuis 2018, de ce que j'ai compris, ou même avant. Je suis un petit peu étonnée du temps de réaction s'agissant de cette menace qui est réelle. Et je termine mon tour de questions sur le chiffre que vous avez évoqué, qui est à mon avis très à la baisse en effet, parce que vous parlez juste des incels. Mais dans la mesure où, si on s'interroge sur les motivations politiques d'un grand nombre d'auteurs de violences faites contre les femmes, et notamment les violences conjugales, les vifs, si on s'interroge et si on regarde le contenu des téléphones d'auteurs de féminicides, on va se rendre compte qu'il y a aussi une dimension politique. Donc, comment on peut évaluer ça, dans la mesure où
la plupart du temps, il n'y a pas d'enquêtes qui sont faites en dehors de il était jaloux, elle l'a quitté et donc il l'a tué. Vous voyez ce que je veux dire? Cette recherche de la motivation politique qui est derrière les violences faites contre les femmes. Ces questions, Pierre Pompon. Les propos, alors moi, ça va être très clair. Oui, je reprends ce qu'on a dit, on a parlé de harcèlement. Voilà. Et pourquoi ça allume mon micro? Tiens. Pardon. Oui, donc vous avez parlé d'harcèlement sexuel dans les écoles et que les garçons pouvaient dériver, c'est un peu la question, mais je voulais approfondir. Et qu'il existe aussi chez les filles du harcèlement féminin. Et alors, bien sûr, on peut avoir les mêmes propos, mais on a beaucoup plus de filles qui ne rentrent pas dans ce dispositif. Est-ce qu'on peut imaginer par quel processus on n'arrive pas finalement à être mieux? Est-ce que les filles rentrent aussi dans ce genre de dispositif, peut-être beaucoup moins facilement que les garçons? Est-ce que c'est tout simplement parce que les jeunes filles sont pas dans ce schéma, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les garçons entrent dans ce dispositif et pas les filles? Et les questions que je voulais poser également, c'était, vous avez parlé de la prévention. Alors, il fallait avoir l'expérience de la justice, la mixité, l'égalité, les groupes à risque. Et là, vous avez parlé des écoles supérieures, des grandes écoles. Et après, je vous rejoins sur le fait qu'il faut mettre de l'architecture des politiques publiques avec l'éducation. Mais là, évidemment, on parle de choses que l'on connaît, mais malheureusement, on sait à quel point on est limité, à la fois par les moyens et par les moyens humains et les moyens financiers. Donc, c'était à peu près les deux choses que je voulais vous poser comme question. Ils sont inversés. Ok, merci. Merci beaucoup, messieurs. Moi, j'ai quelques questions à poser. J'ai d'abord répondu à ma collègue sur le délai de retard, sur le retard, juste par un petit rappel. Je crois que c'est Hugo Micheron qui, dès 2012 ou 2013, commence à nous alerter sur les radicalisations. Vous me corrigerez si c'est pas Micheron, si je me trompe, mais je crois que c'est lui. Sur les processus de radicalisation des jeunes gens, il faut attendre le premier attentat, 8 janvier 2015, Charlie, pour que les pouvoirs publics et d'autres chercheurs donnent réellement suite et en deviennent un objet de politique publique. Donc il y a 3 ans au minimum entre les premières alertes des chercheurs et l'intérêt. Et il faut un gros événement pour qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Voilà, c'était juste pour vous épargner d'avoir... Juste pour rappeler que une association qui, je crois, s'appelle l'Assemblée des femmes, organisait une table ronde sur le sujet des masculinismes, je crois, en 2018 ou 2019. Oui, en 2018, j'ai effectivement fait un colloque de 2 jours, ce qui s'appelait Masculinistes et antiféministes. Qui sont-ils? Où sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Mais avec le recul, on n'avait pas exactement ciblé les mêmes choses qu'on étudie aujourd'hui, même si on était dans... On est pas loin. Non, mais ça, voilà... Non, mais c'est juste pour dire que sur ces processus-là, il y a un temps. Alors justement, j'ai plein de questions. La première s'adresse à vous, Monsieur Mégy. Je voudrais savoir si, en matière de radicalisation islamiste, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille sur les deux, même si vous avez tous plus ou moins été amenés à travailler sur les deux. Est-ce que on peut imaginer aujourd'hui qu'on n'a plus les mêmes volumes de radicalisation djihadiste, d'abord parce qu'il n'y a plus d'État islamique, donc ça aide un peu, qu'on avait dans les années 2015-2016 en particulier. Est-ce que, à votre sens, c'est dû à une efficacité des contre-discours, ou est-ce que c'est dû à d'autres processus de radicalisation islamiste, je n'irai pas jusqu'à dire de la taquilla, mais d'autres formes plus intégrées, en fait, et reposant moins sur des failles psychologiques qui étaient celles qu'on observait chez les garçons et chez les filles qui partaient ou qui fomentaient des attentats. Ça, c'est ma première question. En gros, si je la résume, c'est avez-vous identifié une efficacité des contre-discours sur la radicalisation islamiste? La deuxième, toujours sur la radicalisation islamiste, est-ce que vous observez une continuité, des connexions entre les sujets que vous avez étudiés dans la radicalisation djihadiste islamiste et ceux que vous étudiez aujourd'hui dans la radicalisation masculiniste, et particulièrement en termes de process psychopathologiques,
et de méthodes de radicalisation, enfin de propagande qui aboutit à la radicalisation. Ça, c'était ma troisième question. C'est, en fait, vous nous avez décrit, Monsieur Le Drey, des profils. Des mères psychiquement absentes, des pères physiquement absents, des failles narcissiques, etc., etc. Tous ces gens-là existaient avant, il y a 50 ans, 80 ans. Voilà. Comment ils traduisaient quelles étaient les conséquences de ces mêmes failles psychopathologiques? Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière question, c'est que sur la radicalisation masculiniste, au-delà des sujets que vous étudiez et qui présentent des caractéristiques qui relèvent de vos compétences, on observe quand même une diffusion de leurs idées qui va bien au-delà des individus fragiles. Quand on a 25% des 18-25 ans qui considèrent qu'il est bien normal de bousculer un peu les femmes pour obtenir ce qu'on veut, on n'est plus dans des individus ou alors toute la population est à risque. Et puis enfin, c'est peut-être. Et enfin, est-ce que vous établissez des connexions? Alors, nous les a vues, mais vous aussi sur les questions de complotisme. J'étais très intéressée par ce que vous disiez sur le eux et le nous. C'est-à-dire, je ne sais plus quel d'entre vous a dit ça. C'est vous. Voilà, sur le fondement qui est celui du complotisme. Il y a eux, il y a nous. Le peuple contre les élites. Et en fait, on retrouve, c'est une dichotomie qu'on retrouve bien au-delà des milieux radicalisés. C'est la base des populismes de droite comme de gauche. Le peuple contre les élites, je ne voudrais pas être cruel et dire qu'il y a un lien entre Chantal Mouffe et les masculinistes, mais néanmoins, j'observe que cette thématique-là, elle irrigue bien au-delà des mouvements masculinistes. Est-ce qu'elle en est un fondement commun ? Dans le même ordre ou je sais pas, Tristan Renard, vous voulez commencer? Oui, alors quelques éléments de réponse par rapport à ça. Alors sur les structures des politiques publiques, j'entends bien qu'il y a une limitation de moyens, de définition, je sais pas, pluriannuelle ou annuelle, ne serait-ce que pour le FIPD par exemple, des objectifs. Mais je pense que les bénéfices seraient quand même grandement appréciables. Moi, je prends l'exemple des CRIAVS sur la politique des violences sexuelles. Les CRIAVS qui ont été créés en 2009. En fait, pour que des équipes soient opérationnelles, il a fallu attendre 3-4 ans. Parce qu'en fait, il faut construire des cultures d'équipe, il faut que les gens identifient les équipes, puissent les solliciter. Le CRESAM, c'est pareil. Le CRESAM, quand on a été créé en 2017, pendant 3-4 ans, on n'avait quasiment aucun soutien d'équipe. On faisait que la formation, on lisait beaucoup pour se former, etc. Et au bout de 3-4 ans, tout d'un coup, on a eu une montée en flèche des demandes de la part de la PJJ, de la part des équipes, etc. Donc en fait, il faut du temps pour à la fois solidifier, monter en compétences, bâtir une culture d'équipe et définir des interventions qui soient plus près des réalités concernés. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra évaluer, peut-être pour voir ce qui est plus coûteux l'un dans l'autre. Ensuite, sur les différentes interventions et sur les questions qui ont été posées, alors je commence comme ça, c'était pas forcément cet ordre-là. Pourquoi les filles harcelées ne deviennent pas l'équivalent de masculinistes, etc. En fait, je pense que globalement, il est très dur de tirer des profils types. C'est pour ça que nous, au CRESAM, ce que l'on dit, c'est qu'il y a différentes configurations de radicalité. Il y a ceux qui utilisent le discours de la radicalité parce qu'ils savent que ça inquiète. Voilà, et ça c'est vrai pour plein d'autres types. Donc il y a ce type-là. Il y a ceux qui vont vraiment, par exemple, silencieusement se structurer autour d'une radicalité qui vont pas forcément être perceptibles par les autorités. Nous, en tant que CRESAM, on a des biais parce qu'en fait, nous, on a que des gens qui vont mal. En fait, on a que des patients psychiatriques, que des personnes en protection de l'enfance. Donc de fait, on peut très vite parfois en conclure. Donc il y a toujours un biais parfois sur la façon dont on rentre dans une cause. La question des incels, j'entends bien, c'est des configurations aussi particulières, du coup, qui peuvent correspondre aussi parfois à des vulnérabilités. Mais je dirais que globalement, que ce soit la question de la violence ou la question de la radicalité, il y a une division du travail. Tout le monde n'a pas le même rôle.
Il y en a qui sont à des postes de direction. Il y en a qui encouragent la violence, mais qui ne font pas la violence. Il y en a qui ont des dispositions à être ceux qui vont commettre la violence. Je prends l'exemple du procès qu'il y a eu sur les geôliers de l'État islamique, c'était il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. On voit bien que là, on avait vraiment des profils d'individus qui étaient embauchés comme geôliers, qui produisaient des tortures, parce qu'ils avaient des dispositions à la violence. Et ceux qui donnaient les ordres n'avaient pas forcément les mêmes dispositions. Donc les profils diffèrent en fonction des individus que l'on va investiguer, expertiser, sur lesquels on va enquêter. Et donc je dirais que peut-être globalement, on a tendance plutôt à aller voir ceux qui vont mal. Et donc on a souvent des traits effectivement de fragilité, etc. Donc je dirais que c'est pour les filles, pour moi c'est comme sur les violences sexuelles. On dit souvent que les auteurs de violences sexuelles sont d'anciennes victimes, ce qui est souvent un truc très controversé dans le champ scientifique. Il y a plein de raisons, je ne vais pas le développer ici. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont 3 fois plus exposées que les hommes, et que les hommes sont à 95% les auteurs désignés par les victimes. Donc l'effet du cycle de la violence, du mécanisme, en fait, c'est parfois il laisse des énormes points aveugles. Et je pense que là, sur la question là dont on parle, il y a des points aveugles. C'est aussi les garçons qui sont pas harcelés, qui deviennent masculinistes, par exemple. Et peut-être qu'ils deviennent masculinistes, mais à une autre position, à une position moins vulnérable, moins fragile, qui vont être dans une position hiérarchique par rapport aux autres, peut-être plus des positions de commandement, des positions de direction. Donc je pense qu'il y a une diversité des configurations de radicalité, une diversité des formes d'engagement. Et je prends l'exemple, par exemple, je reviens sur les filles, sur les questions d'antiféminisme, pas de masculinisme, mais d'antiféminisme. Par exemple, la question des tradwives. Donc les tradwives, donc ces influenceuses conservatrices nord-américaines qui, en gros, diffusent l'idée que les femmes doivent revenir au foyer, etc. Il y a quelques équivalents en France. Mais j'ai lu avec attention le travail de Romain XVI sur les femmes djihadistes. Je trouvais ça très intéressant, ce qu'il décrivait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des femmes qui, du coup, en apparence, avaient été que des femmes, en gros, femmes d'eux et mères d'eux. Sauf qu'en fait, on voit que leur activité, concrètement, était beaucoup plus variée que ça. Et que certaines avaient ce rôle un peu de tradwife, c'est-à-dire de diffuser l'image de la femme djihadiste, etc., pour véhiculer ce modèle de féminité, pour attraper, travailler l'engagement des autres. Sauf que ce qu'on regarde sur les tradwives, et ce que dit Magali Della Souda, qui est une spécialiste de l'engagement des femmes dans l'extrême droite, elle dit que font concrètement les tradwives. Et ce que font concrètement les tradwives, elles ne font pas la cuisine, elles ne font pas le ménage. Les tradwives, elles produisent du contenu politique qu'elles diffusent soit pour monétiser, mais soit dans des postes. En fait, ce qu'elles font concrètement, leur vie, c'est pas de faire le ménage et la cuisine. Donc, en fait, elles invitent les autres femmes à le faire, mais elles-mêmes sont des influenceuses, des militantes politiques. Et donc, par exemple, dans son travail sur l'extrême droite, elle montre qu'il y a une division du travail en fonction de la classe sociale. Les femmes dans l'extrême droite qui vont diffuser les idées très conservatrices sont souvent des femmes qui viennent de milieux souvent aisés, pour lesquels elles n'ont pas forcément nécessité soit à travailler, soit elles ne sont pas dépendantes économiquement, et que donc il y a une division du travail, parfois en fonction des positionnements. Et j'aurais tendance à dire que dans le masculinisme, il reste des études à faire, mais quelles sont les places, quelles sont les différentes portes d'entrée, et quelle est la structuration interne des différents groupes masculinistes, et qui fait que certains peut-être ont moins de vulnérabilité que d'autres. Et puis je termine là-dessus. Donc j'ai parlé des boys clubs pour les écoles supérieures, enfin l'enseignement supérieur, mais c'est qu'un exemple en fait. En fait, on pourrait prendre les boys clubs dans le sport, etc. Je pense qu'il y a un rôle dans les institutions publiques, voilà, il y a un rôle public des institutions publiques, pardon, de générer, je dis ça comme ça, c'est une formule un peu publicitaire, mais de générer des expériences, on va dire, qui soient conformes aux valeurs défendues par ces institutions. Et je pense que les expériences d'égalité, les expériences de mixité, etc., doivent être pensées comme ça, comme des expériences, pas seulement comme des discours. Donc, par exemple, quand il y a des boys clubs, ça veut dire que les institutions ont une responsabilité parfois pour aussi limiter cette existence-là. Je prends un travail qui a été fait par Briquet sur les violences de genre dans les écoles d'ingénieurs. Elle montre très bien que le niveau de violence, la perception de la violence chez les filles dépend du niveau de mixité. Plus il y a de mixité, moins il y a de perception de violence, et vice-versa. Bon, ce qui paraît très logique dit comme ça, mais ça veut dire qu'on voit qu'il y a un effet de contexte dans la production ou dans un certain climat de violence. Et donc, je termine là-dessus, mais on dit donc, je pense que, pareil, on a tendance, dans la violence, à altériser les auteurs de violence, à dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux qui explique leur comportement violent. C'est vrai pour une partie des auteurs. Certains auteurs sont clairement des personnes qui ont des trajectoires parfois fracassées ou autres, mais il y a aussi plein d'auteurs de violence qui vont bien. Et en fait, je pense qu'il y a dans la production de la violence une logique de conformisme. Et c'est souvent un angle mort, parce qu'on a souvent une lecture, et c'est pas pour critiquer mes collègues psychologues, parce que je travaille avec des psychologues et des psychiatres, mais pour moi c'est plutôt complémentaire, mais on a une vision souvent qui vient focaliser sur les singularités de la personne, voir ce qui ne va pas dans son parcours, etc. Mais il y a aussi toute une production de la violence qui se fait sous l'angle du conformisme, c'est-à-dire par l'adoption de comportements qui paraissent très normaux quand les enfants ont 8, 9 ans, mais qui par sédimentation, par habitude, quand les individus grandissent, ont 15, 20 ans, qui commencent à développer des relations affectives, sexuelles et conjugales, deviennent des comportements qui sont perçus alors comme de la violence. Et donc, on ne perçoit plus tout l'apprentissage qu'il y a derrière, tout le background culturel qui a pu produire ces mêmes comportements. Donc, je pense qu'il faut marcher sur les deux pieds, comprendre la singularité des individus et en même temps interroger la production sociale et conformiste de la violence.
Eh bien, je peux être que d'accord avec mon collègue, notamment par une phrase d'un des plus grands pédopsychiatres qui dit que l'adolescence est le baromètre du social. Et donc, il va, par le biais de sa symptomatologie, son symptôme, vient révéler une problématique agissant du côté de la société, dans lequel il pousse la société à réagir sur un phénomène qui, lui, l'interroge. Vous avez posé des questions qui sont éminemment intéressantes, notamment sur la question de l'efficacité des contre-discours. Sur cette problématique-là, quand on échange avec des adolescents qui sont bien radicalisés du côté du masculinisme, ils vont penser que notre contre-discours formel est ce qu'ils vont appeler, eux, la blue pill. Donc ils vont dire, en fait, c'est un contre-discours idéologique au même discours idéologique que vous présupposez chez moi. Ce qui fonctionne bien, et notamment dans cette expérience des radicalités, et là je rejoins mon collègue sur le fait qu'il faut quand même se baser sur une expérience issue de la prise en compte des radicalités djihadistes, c'est le fait qu'on parle moins en termes de contre-discours que les résonances affectives qui sont sous-jacentes au choix de cette idéologie. Moi je disais souvent aux adolescents, bon, je m'en fiche un peu de ce que tu sais, mais dis-moi ce que tu ressens. Et à partir de là, on peut travailler. Parce que sinon, on n'est que des jeunes qui disaient ça le chien de Bachar el-Assad, ça le chien de Bachar el-Assad. On disait c'est qui Bachar el-Assad? Il n'y a plus de discours. Par contre, en quoi ça résonne singulièrement cette problématique au regard de ton histoire particulière, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et je pourrais en parler si vous voulez. Pour moi, il y a un lien très clair entre des éléments pathobiographiques de vulnérabilité que je vous ai décrits, le choix spécifique des vidéos violentes qui sont surconsommées et le type de mode opératoire qui est entrepris dans les attentats. C'est-à-dire qu'il y aurait, je vois vos regards, donc je vais essayer d'y répondre, je vais vous donner une vignette qui est assez simple. On est face à un adolescent qui a tenté de commettre un attentat au couteau dans une petite ville. Il est appréhendé par les services de renseignement pendant 3-4 jours, un interrogatoire plutôt musclé. Hein. Le jeune, j'ai eu accès aux vidéos d'interrogatoire, il dit rien du tout. Rien du tout. Quand je l'ai en expertise, il y a juste une petite ouverture qui dit ah, au moins ça a au moins servi à ce qu'on puisse reconnaître ce dont j'ai été victime. Je dis bon, tu étais victime de quoi? Il dit en fait d'une expérience où mon père en fait il m'a violenté. Alors il me raconte la scène. Le père les menaçait constamment, lui et sa mère, de les égorger. Et un soir il rentre, il tape son fils avec une telle violence que l'enfant est en sang, et il va dire à son fils ça t'excite, excusez-moi les mots, ça t'excite, sale pédé. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce jeune, quand il va commencer à se radicaliser, il va choisir, notamment sur les vidéos, les sites de Watch People Die, des vidéos d'égorgement, qui faisaient référence aux menaces de son père de les égorger. Et dans son mode opératoire, ce qu'il avait envisagé, c'était de commettre un attentat au couteau contre des personnes de la communauté LGBT. Et donc, il y a quand même tout un processus dynamique à appréhender du côté de ces jeunes. Et donc, en parallèle avec ça, sur les masculins que j'ai pu rencontrer, paradoxalement, ils n'accrochent pas sur des vidéos hyper violentes. C'est comme pour les djihadistes, au départ, quand ils étaient face à des vidéos de décapitation, ça suscite plutôt la sidération et le rejet. Moi, j'ai plein d'adolescents qui m'ont dit, quand j'ai vu ce fameux Elliot Rogers qui évoque sa souffrance, ils s'y reconnaissent et ils disent moi c'est pareil, moi aussi j'ai pas de succès. Donc si ça me parle, c'est qu'on vit peut-être la même chose et que je suis légitime à penser ce que je pense. Alors que comme je suis un garçon et que je pense que parler de santé mentale, c'est pas pour les hommes, là il y a quelque chose qui résonne dans mon parcours. Et c'est à partir de l'algorithme par exemple d'Instagram qui va montrer les mêmes types de contenus que le sujet va consommer, va se créer un profil et là il va se passer quoi dans cette course en like? Une reconnaissance narcissique d'enfin exister, même par provocation, face à un vécu où l'adolescent, dans la réalité, il se vit comme étant invisible. Et donc, il y a un pouce à radicalité pour essayer d'exister au moins dans un espace numérique. Et donc, du coup, là, il y a vraiment une vraie porte d'entrée sur essayer de travailler sur la santé numérique de nos adolescents, de voir qu'est-ce qu'ils consomment et en quoi, en fait, ça vient habiter leur monde interne du côté des représentations un peu stéréotypiques. Alors, vous nous avez posé la question... qui est assez intéressante du côté de ce polymorphisme radical. Effectivement, quand je vois des mascus, je revois certaines trajectoires des adolescents qui étaient dits radicalisés pour le djihadisme. Ça suit, pour moi, le même chemin qui est, du côté de la psychopathologie, l'appréhension du fait que la radicalité est un symptôme, une sorte de béquille psychique qui permet, dans une période de crise, d'essayer de trouver une solution illusoire à un problème qui ne vous trouve pas de voie de représentation. Et donc, pour les cliniciens, c'est très important de ne pas enlever directement la béquille psychique, parce que sinon, il se passe quoi? Les adolescents, ils s'effondrent, voire soit ils se suicident, soit ils passent à l'acte. Et donc, du coup, au lieu d'éradiquer
une radicalité, on essaye de comprendre quelle est la fonction psychologique qu'elle requiert. Et dans le cadre des mascus, ce qui est hyper intéressant, nous, on va parler de court-circuitage du travail du pubertaire. En français, le pubertaire est à la psyché ce que la puberté est au corps. Face au réaménagement psychologique de la puberté, il y a plein de questions. Les angoisses de mort, la pulsion sexuelle, etc. Et bien, comme le djihadisme et le masculinisme, ça propose une identité d'emprunt, une sorte de carcan prêt à penser, psychopathologique, dans lequel on n'est même plus un adolescent parce qu'on devient un homme. Et avec, mais c'est vraiment clé en main. Donc en plus par le biais de formation, par exemple par les pick-up artistes, qui fait que vous allez engager votre vie avec des sacrifices énormes, hein, où vous allez passer votre vie à la salle de sport, arrêter de manger, à vous isoler pour performer. C'est jamais suffisant parce que sur cette fameuse échelle, vous êtes toujours en bas. Qu'est-ce qui vous reste ? La seule solution qui vous reste, c'est soit le passage à l'acte agressif. Et là, du coup, j'existe numériquement comme étant celui qui est le digne héritier de la cause masculiniste. Ou alors, c'est le suicide qui est revendiqué par la communauté incel, en disant, mais vu ce que tu as fait, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix, si même le looksmaxing ne fonctionne pas, et ben c'est de se suicider. Looksmaxing. Le looksmaxing, c'est une tendance, notamment sur certains sites, qui montre comment vous pouvez faire pour atteindre ce niveau de masculinité idéal. Par exemple, il y a la technique du mewing, donc c'est le fait de mâcher certaines gommes qui vous permettent d'avoir des mâchoires anguleuses. Et ce qui se passe, en fait, c'est que soit vous êtes un petit peu aisé, ce qui est pas du tout la majorité. Vous pouvez faire de la chirurgie esthétique. Dans la plupart des cas, on est sur du looksmaxing maison. On est sur des jeunes qui vont, avec un marteau, se casser le nez parce qu'il faut que le nez soit vraiment hyper protubérant parce que c'est un signe de masculinité. Un des jeunes que j'ai rencontré, il avait des blessures au niveau des yeux parce qu'il avait vu sur les sites, parce que vous envoyez votre profil et là vous vous faites assassiner parce que au regard des stars comme Brad Pitt où tout est calculé sur l'écartement des yeux, des lèvres, etc., vous êtes vraiment déviant par rapport à cette norme pseudo-scientifique et on vous dit c'est simple, si tu veux rapprocher tes yeux, tu prends 2 petits pics et puis tu rapproches les yeux. Et donc on a des gens qui s'auto-mutilent. Et à partir du... Et les filles aussi, oui. Mais on est sur à peu près le même schéma qu'on avait avant sur les sites Prohana, par exemple. Vous voyez, avec des systèmes de reconnaissance par bracelet en fonction de la dite pathologie dont le sujet souffrait. Et donc, je pense qu'on a, nous, en tant que praticiens et collègues chercheurs, vraiment quelque chose à proposer du côté de la perspective de prévention sur qu'est-ce que ça vient nous dire de notre société, qu'est-ce que ça vient dire de l'expérience spécifique de nos jeunes. Et je finirai sur cette question éminemment intéressante, et on pourrait y passer 2 ans, je pense. Pourquoi les garçons et pourquoi pas les filles ? Je pense aussi qu'on est sur une forme de socialisation de la différence des sexes. Il y a des choses qu'on attend spécifiquement des filles, et il y a des choses qu'on attend spécifiquement des garçons. Et on attend des garçons que quand ils ont des troubles, ils ont des troubles extériorisés. Et que les troubles intériorisés chez les garçons, c'est très mal vu, et l'inverse est tout aussi vrai. Par exemple, dans le cas du djihadisme, on n'arrive pas à penser que les femmes dites de retour de zone irako-syrienne aient pu avoir des velléités actives, combattantes, parce qu'elles sont dévolues aux hommes. Et on essaie de les apparenter du côté de conjointes qui sont en fait passives, amoureuses et suiveuses. Sauf que dans tous les dossiers que j'ai analysés dans mes recherches, on voit que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une radicalité en amont de la rencontre, que l'homme ne sert juste de moyen pour pouvoir partir sur zone, et qu'il y a une forme de radicalité mutuelle où chacun se radicalise pour vraiment aller du côté de l'idéal. Toi, tu meurs en martyr, et moi, du coup, je suis épouse de martyr. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, à penser de ce côté-là. Et voilà, je vais laisser la parole à mes collègues et on parlera peut-être tout à l'heure des perspectives de prévention. Mais effectivement, sans tout pathologiser, je pense qu'il y a quand même une culture du narcissisme à l'heure actuelle qui fait qu'on semble exister qu'au travers d'une présence ou d'une omniprésence numérique. Et ça, je pense que c'est un des points importants à pouvoir travailler avec nos jeunes sur véritablement ce sentiment d'existence. Merci. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai peut-être pas été assez clair par rapport à la création du COSPRAD et justement cet enjeu finalement qui nous renvoie à une question assez centrale de l'action publique, de son architecture et de sa temporalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le COSPRAD, c'est un conseil scientifique qui ne produit pas de recherche en tant que tel, mais qui a pour objectif soit de piloter par des financements c'est réduit, mais par des financements, telle ou telle recherche, soit surtout de faire un panorama des recherches scientifiques qui existent sur les processus de radicalisation et de les diffuser aux différentes sphères de l'administration centrale et du politique. Donc, notre idée, c'est aussi de voir ce qui existe dans le champ scientifique. Quand en 2022
et sont relancées les activités du COSPRAD. Il y a une focalisation qui reste très forte, notamment parce qu'on est en plein moment des procès historiques des attentats de 2015-2016, sur le djihadisme. Et ça a été aussi un des enjeux du COSPRAD et des administrations, de montrer qu'il y avait d'autres enjeux de radicalité violente qui devenaient de plus en plus centrales et qu'il fallait les documenter. Et donc c'est en ce sens-là que, saisi par les administrations, le COSPRAD a identifié très clairement, juste au moment de sa relance, cette question des masculinismes violents. Et qu'il a fallu à la fois travailler sur ce qui existait dans la recherche scientifique, ce qui existait dans la littérature grise, et cette vision internationale qui nous a permis d'ouvrir notamment aux travaux scientifiques qui étaient déjà engagés en fait. Et le COSPRAD n'utilise que les résultats des recherches finalement parce que c'est là où il y a un vrai enjeu d'action publique, c'est de pouvoir diffuser ces recherches à la fois aux administrations et, on va le dire clairement aussi, aux responsables politiques. Et ça prend du temps. Et c'est une demande de socialisation qui est de plus en plus forte. Donc, effectivement, on peut toujours interroger notre temporalité, et je pense que c'est nécessaire, parce que sinon, à ce moment-là, on se fait de l'autosatisfaction en permanence. Donc, il faut interroger cette temporalité. Il faut aussi comprendre, et ça, c'est un des enjeux qu'on a au COSPRAD, que la recherche demande du temps, et que c'est souvent très compliqué de faire correspondre le calendrier de l'action publique et celui de la recherche. Je vous donne un exemple sur le projet ANR, le projet de l'Agence nationale de la recherche, qui a été déposé sur les masculinismes violents par le laboratoire CESDIP avec le ministère de l'Intérieur, laboratoire CESDIP CNRS. L'enjeu était de dire, si la recherche est financée, dans combien de temps on aura les résultats de la recherche? Dans 3 ans. Est-ce que cette temporalité est utile pour l'administration qui est engagée dans cette recherche? Donc, bien évidemment, 3 ans, c'est un peu long pour attendre des résultats. Donc, il a été pensé entre l'équipe de recherche et l'administration, justement, des sortes de rapports intermédiaires, tous les 6 mois, 1 an, sur des thématiques bien précises pour montrer l'avancement des recherches, mais surtout pour que les administrations puissent se nourrir déjà des recherches. C'est dans la même perspective qu'a été lancé ce projet d'expertise avec le CNRS pour expliquer de manière assez synthétique tout ce qui existait dans les recherches scientifiques internationales et françaises sur la question réseaux sociaux, engagement violent. Engagement politique violent, c'est aussi une des définitions qui a été rajoutée. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on est toujours en décalage. Effectivement, il faut anticiper cette temporalité, donc s'appuyer sur ce qui existe déjà, s'appuyer aussi sur des équipes et des acteurs du scientifique qui ont cette expérience et qui peuvent ne pas partir de zéro. Et il y a un vrai enjeu aussi, j'en profite, c'est l'accès au terrain de recherche. C'est-à-dire que si on veut travailler, par exemple, sur les groupes masculinisme violent, si on a accès aux données judiciaires, si on a accès à, par exemple, les incidents au sein de l'éducation nationale, ce sont des données primaires, des sources primaires qui sont essentielles pour pouvoir produire une connaissance scientifique. Et donc là aussi, souvent, j'en ai fait l'expérience, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est un vrai enjeu sur lequel on essaye de travailler depuis plusieurs années. Pour revenir à la question un peu du marché des radicalités finalement, et là de choisir l'exemple du djihad et du djihadisme. Je ne pourrais pas vous dire si c'est les contre-discours qui ont été efficaces. J'ai une petite idée, mais j'y reviendrai par la suite. Déjà, ce qui a profondément transformé ce phénomène de l'engagement djihadiste, c'est des changements au niveau macro, c'est-à-dire au niveau géopolitique. L'effondrement de l'État islamique, l'effondrement d'une terre, de ce que eux-mêmes appelaient la terre de djihad, et donc de l'expérience matérielle de cette radicalité. Et c'était ça qui était totalement inédit pour cette période. C'était le départ de plus de 1700 personnes, enfants, femmes, et hommes, mais femmes et enfants aussi, sur un front du djihad. Ce qui n'avait pas été du tout le cas lorsque l'on avait évoqué l'expérience d'Al-Qaïda en Afghanistan. Pourquoi? Parce que c'était extrêmement compliqué de se rendre en Afghanistan et que les logiques d'adhésion et d'acceptation dans ces groupes et du groupe Al-Qaïda étaient extrêmement complexes. Et qu'il n'y a eu que quelques citoyennes, citoyens, surtout citoyens français en l'occurrence, qui y sont allés. Là, dans le cas de l'État islamique, ça a été vraiment une des politiques d'attirer le plus possible de personnes
par aussi une facilité financière, géographique, pour accéder à ce front de guerre qui faisait l'expérience ultime du djihad. Je pense que le traitement judiciaire est aussi une des explications. C'est-à-dire qu'il y a eu une massification, hein, c'est l'appellation du parquet national antiterroriste, une massification des procès, des condamnations, et un engagement sans précédent, et ça je tiens à le dire aussi, sur les politiques de prévention et de suivi des personnes, qu'elles soient jugées comme radicalisées ou qu'elles soient déjà condamnées sous main de justice. Donc, effet géopolitique, effet de prévention et d'identification aussi. Alors ça a pu donner, ça a pu mettre des pressions aussi sur ceux qui étaient sur le terrain. Hein. Je pense notamment à un travail de Vanille Laborde sur la question de l'éducation nationale et de ces agents de l'éducation nationale qui étaient aux prises avec à la fois la politique de prévention, c'est-à-dire prévenir les personnes qui pouvaient être identifiées comme s'engageant dans la radicalité, et de l'autre côté des logiques plus sécuritaires, hein, et qui mettaient peut-être à mal l'expérience ou en tout cas le travail des gens de l'enseignement, de l'éducation nationale, pardon. Ce que l'on sait maintenant, par contre, sur les contre-discours qui ont été produits, qui ont été réfléchis et diffusés, c'est qu'il y avait un vrai décalage, et ça, c'est une expérience des acteurs de terrain, hein, qui ont vu ça. Il y avait un vrai décalage entre, et ça a été très bien dit, entre les personnes, la cible de ces discours et la manière dont on produisait ces discours. C'est-à-dire que les gens qui étaient déjà engagés dans le djihad, les discours du ministère de l'Intérieur, les discours de l'Éducation nationale, finalement, pour eux, c'était des éléments qui leur donnaient encore plus, hein, d'arguments dans leur engagement radical. Ce que l'on a observé, notamment grâce aux travaux autour de Julien Longhi, Lorraine Renaud ou Laura Ascon, linguiste à l'université de Cergy-Pontoise, c'est que lorsque l'on veut produire un contre-discours contre des discours de propagande qui mêlent à la fois, notamment sur les masculinistes, des images de pop culture, à la fois des recours aux émotions, et que l'on produit un discours purement institutionnel, on n'est pas dans la même grammaire, on ne s'adresse pas de la même manière aux populations ciblées, et que parfois, un contre-discours à travers une image peut-être anecdotique ou humoristique qui devient amène a plus d'effet qu'un dispositif déroulé de prévention et de diffusion sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce que nous disent les linguistes aujourd'hui lorsqu'ils travaillent sur cette diffusion de la grammaire, notamment masculiniste, mais plus largement complotiste ou d'autres idéologies, c'est qu'il y a aussi à adopter ces grammaires-là dans la production des contre-discours. Qu'il y a aussi à aller sur le terrain pour s'adresser de la même manière à ces cibles de la propagande et s'adresser aussi à des logiques qui peuvent être des logiques d'émotion, hein, des logiques aussi de figures mythifiées finalement. Alors, je vais le dire clairement, sur le djihad armé, la figure de Mohamed Merah est une figure héroïque depuis 10 ans. Et il est très très compliqué de déconstruire aujourd'hui cette figure. Pour Elliot Rodgers, je pense que c'est une des figures centrales, hein, de la manosphère, et comment la déconstruire. Et donc, on a aussi ici une nécessité à réfléchir aux grammaires qui sont utilisées, au vocabulaire et aux types de références qui sont construites pour cette propagande. Un dernier élément, je vais complètement dans l'idée que analyser les processus d'engagement dans le masculinisme revient aussi à penser ce qui a été étudié dans les mécanismes d'engagement, dans d'autres formes de radicalité et le djihad. J'en veux pour exemple notamment les travaux autour de la djihadosphère. C'était une thèse, là j'ai déjà cité Lorraine Renaud, sur la djihadosphère qui montrait très bien comment se construisaient des discours victimaires, comment était utilisée aussi toute une grammaire autour de cela. On retrouve, hein, de par les études qui sont publiées aujourd'hui sur les groupes masculinistes, pareil, cette grammaire, cette construction un peu rhétorique de la victime qui va devenir en fait l'acteur de sa propre revanche finalement et la justification de l'utilisation de cette violence. Je citerai aussi Christine Bard qui parle de l'intersectionnalité des haines, hein, et où on voit vraiment ce que l'on a évoqué précédemment. Les logiques de propagande, elles répondent à des mêmes mécanismes qui sont aussi ceux des plateformes.
c'est-à-dire que ce que nous a montré les ethnographies de l'espace numérique, notamment à l'Université de Montréal, c'est qu'il existe très clairement des logiques algorithmiques des plateformes qui favorisent, ou en tout cas qui sont à l'origine même de la production du contenu du discours. Et donc, voilà, on retrouve, de par ces éléments communs, des dynamiques assez convergentes. Monsieur Charles, vous donnez la parole. Je voudrais éviter les biais de confirmation, mais j'ai, pour ma part, alors, en fait, nous, on va produire un rapport, qui est un rapport d'information du Sénat sur les mouvements masculinistes, leur montée, leur méthode de diffusion et les politiques publiques que ça appelle. Et donc, on va faire une analyse sur ces mouvements masculinistes. Donc, on essaye de l'identifier. Pour résumer, par exemple, on refait remonter les mouvements masculinistes. Les mouvements masculinistes n'ont pas commencé dans les années au cours des dernières années. Voilà. Par exemple, les mouvements des pères sur les grues, on les identifie comme étant des mouvements masculinistes également. Mais je voudrais savoir si on peut dire, et si on pourra écrire, que la radicalisation djihadiste était déjà un mouvement masculiniste. Alors, moi, je le pense, mais je suis pas habilitée à le penser. Mais c'est-à-dire que dans la radicalisation djihadiste, il y a un projet de société, comme il y en a un dans les mouvements masculinistes, et ce que les deux projets de société ont en commun, c'est le rapport au virilisme, la place des femmes, les assignations des femmes, et la violence que ça a généré par la suite, puisqu'on est juste au bon moment pour en parler, puisqu'on est dans le procès actuellement des auteurs du génocide yézidi et de l'esclavagisme sexuel des petites yézidis. Donc il y a quelque chose de vraiment très très commun. Donc est-ce que vous pensez que si on écrit ça, quand on identifie tout ce qui a précédé les masculins qu'on étudie aujourd'hui, il y avait déjà des traces. Après, ça ne veut pas dire qu'on retrouve les mêmes, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que les gamins qui regardaient des vidéos des lionceaux du califat sont aujourd'hui ceux qui regardent des vidéos masculinistes. Mais pour autant, est-ce que ce n'est pas la même chose qui sous-tend dans le rapport au masculin les deux processus, il fallait deux idées. Deux idéologies, parce que c'est quand même deux idéologies. Voilà. Ouais, peut-être. Mais voilà, Julien Chavannes, allez-y, parce que... Voilà, moi, je serais beaucoup moins compétent sur la question djihadiste, donc je vais laisser mes collègues répondre. Alors, juste en deux mots. Effectivement, dans le cadre du djihadisme, la place de la femme, dans ce mouvement ultra-conservateur, la place de la femme apparaît vraiment reléguée dans une logique de genre, de domination patriarcale de ces groupes. Et c'est ce qui a posé la fameuse question de la place de ces femmes dans ces groupes, comme si un engagement dans ce type de groupe ne pouvait pas être émancipateur. Et ce qui a produit un brouillage de cette image. Et des erreurs de traitement et... Voilà, et le traitement judiciaire a largement évolué. Il y a une thèse qui est en cours actuellement, d'ailleurs, sur ce traitement judiciaire des femmes. Aujourd'hui, je dirais presque plus que sans en être certain, mais ça fait partie de la recherche, l'incertitude, que les mouvements djihadistes, notamment à travers les influenceurs, et notamment à travers des logiques peut-être moins radicalisées, de violentes, mais des rappels à l'ordre incessants, on a une sorte d'influence au sein de la djihadosphère de ce type de groupe masculiniste sur un rapport encore plus fort entre l'homme dominant et les femmes. Et notamment à travers ce qui a été étudié récemment sur les influenceurs du djihad, autour, là aussi, d'une sorte de production d'influenceurs à bas bruit sur ce qu'il faut être pour être un bon musulman homme, etc. Donc on a cette influence-là. Maintenant, le projet politique, qui était celui de l'État islamique, s'inscrivait plus globalement quand même dans des références idéologiques politiques dans lesquels on peut introduire cette question du genre, mais eux ne plaçaient pas cette question de la relégation de la femme et de la femme comme ennemie au centre de leur idéologie. C'est en cela que je dirais, si on s'intéresse à la manière dont les groupes se définissent, peut-être pas en 2015 comme des groupes masculinistes, l'État islamique n'est peut-être pas un groupe masculiniste, parce que dans son idéologie, ce qui tient, c'est avant tout la question de l'islam, de son application et de l'ennemi occidental ou autre.
Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une hybridation de ces mouvements djihadistes avec cette question de la place de la femme, etc. Mais voilà, ça va dépendre de dans quel cadre on se situe, si on va typiquement sur l'idéologie en tant que telle ou sur ce que nous, en tant qu'observatrices et observateurs que nous sommes, nous pouvons déduire de ces mouvements. Donc je ne serai plus... voilà, vous pouvez le dire, mais je ne serai plus... Non, mais ça va être très rapide. Oui, c'est ça. Non, mais ça va être très rapide. Je pense qu'il faut... La distinction a été faite dans peut-être une des premières réunions que vous avez faites sur le sujet avec Christine Bard, là, au colloque en novembre, où il me semble qu'elle distingue l'antiféminisme du masculinisme. En fait, elle dit l'antiféminisme, quelque part, c'est très présent, et notamment dans la cause djihadiste, il y a un antiféminisme chez les femmes djihadistes qui rejettent ce modèle de la femme présentée comme la femme moderne, enfin féministe, etc. Pareil chez les hommes. Et le masculinisme, ça va être quand même de reposer sur l'expérience d'être homme, sur une victimation de l'expérience d'être homme, en pointant la responsabilité de l'égalité des droits, du féminisme. Elle dit il y a quand même une nuance là-dessus. Et donc, je dirais, dans les mouvements masculinistes, il peut y avoir des hybridations claires et nettes. Mais il y a quand même peut-être distinction en termes de curseur qui va être mis. C'est-à-dire que l'antiféminisme peut être partagé par un nombre d'individus qui ne vont pas forcément être masculinisme. Par contre, le masculinisme, par nature, est antiféminisme, mais repose vraiment sur la centralité du rapport entre les hommes. Ce que dit Mélanie Gourarier dans son ouvrage Alpha Mâle, c'est qu'en fait, c'est les hommes, alors je sais plus le sous-titre exact, c'est pour mieux apprendre à séduire les femmes, pour mieux s'apprécier entre hommes. C'est vraiment ça l'idée, c'est que la socialisation masculine, elle va être au centre de la socialité ou de la cause masculiniste. Une seconde avant de laisser la parole à mon collègue. Votre question, elle est pour moi pertinente et je pense que vous pouvez répondre avec un grand oui. Pour moi, ça fait écho, en fait, à tous les adolescents ou les post-adolescents djihadistes que j'ai reçus, dont certains qui ont du coup une connaissance parfaite de la djihadosphère, une connaissance parfaite du Troisième Reich et une connaissance parfaite des différents mouvements du masculinisme. Et ils ont choisi, en fait, une sorte d'idéologie d'emprunt pour être en celle qui a le plus de caisses de résonance. Et pourquoi je pense que le djihadisme, notamment chez les Français qui sont partis sur zone, est éminemment un courant masculiniste, parce que l'acception au djihad, à l'époque, offrait une place, une fonction et un statut à des hommes qui pensaient qu'ils n'en avaient pas, parce qu'ils se sentaient victimes d'un sentiment de déclassement sociétal, plutôt en plus en lien avec leurs origines. Là où les masculinistes, en fait, ils évoquent quoi en France? Un sentiment de déclassement de genre, en évoquant qu'ils veulent revenir à certains privilèges, voire certains droits qui leur aient été dus. Et que ce sentiment-là a été déclassé au profit d'une société qui est dite gynocentrée. Donc on voit bien, en fait, les vases communicants entre les deux, parce que dans tous les cas, ça vient court-circuiter le travail du pubertaire. C'est quoi être un homme? Moi, je ne le sais pas. C'est un travail psychique au long cours qui nécessite d'être expérimenté, notamment au travers de l'altérité et notamment au travers de la rencontre de l'autre sexe. Sauf que là, l'autre sexe, cette rencontre est court-circuitée au profit d'une forme d'homosociabilité qui vient renforcer une position viriliste, mais qui permet d'obtenir la certitude qu'être un homme, comme être un bon musulman, dans la propagande djihadiste ou le surmusulman, c'est ça. Et donc, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questionnement. Non, c'est juste pour... hier soir, j'accueillais une association de défense de la langue française et il se trouve que j'ai participé à un débat sur Public Sénat sur un documentaire sur les masculinistes et un monsieur qui, je pense, est d'une bonne famille catholique conservatrice m'a accueilli. Je vous ai vu à la télé, je suis masculiniste. Donc je pense que dans chaque religion, il peut y avoir aussi ce prisme très genré et très conservateur. C'est pas propre. Voilà, je voulais juste revenir dessus. C'était sympa comme soirée. Je ne vais pas rebondir exactement là-dessus, mais vous m'aviez posé la question des chiffres que j'ai donnés sur les attaques attribuées aux incels, en disant que c'était un chiffre relativement bas et que, effectivement, les études sur lesquelles je me suis penché parlent de ce phénomène-là, précisément des incels, qui est un phénomène moderne, assez récent. Dans les attaques, les données que j'ai données, elles ne prennent pas en compte le terrorisme misogyne, qui est de toute façon beaucoup plus global et plus ancien. On n'a par exemple pas l'attaque de Marc Lépine en 1989 sur l'école polytechnique. Donc évidemment que les violences générées par le terrorisme misogyne sont beaucoup plus larges. Pour certaines, ne sont pas documentées, pas référencées, parce qu'elles ne sont pas toujours revendiquées, mais que les auteurs baignent dans un climat sexiste, agressif, le fameux sexisme hostile dont parle le dernier rapport du HCE. Et ensuite, plus globalement, on est encore dans une société qui est extrêmement sexiste et là, on se confronte à
à l'ancestrale histoire des violences faites aux femmes. Je ferai effectivement la distinction aussi entre masculinisme et antiféminisme, qui est tout à fait, qui est probablement plus ancien. Le masculinisme, on le fait remonter plutôt aux années 60-70, et le mouvement des pères s'inscrit là-dedans. Ce à quoi on est confronté là aujourd'hui, c'est effectivement peut-être une forme d'accélération, en tout cas de facilitation du transport des discours via Internet. Je pense que la dimension numérique, elle est assez importante, et je rejoins aussi ce que disait Alexandre Ledret sur une époque très individualisante, narcissisante. Enfin voilà, il y a dans toutes les logiques. Enfin moi, ce à quoi je me suis confronté, c'est des logiques qui sont beaucoup tournées vers le développement personnel aussi, sur le fait qu'on peut trouver en soi les ressources de son propre épanouissement, comme si on était une entité complètement déconnectée du reste de l'humanité. Évidemment, tout ça, ça vient accélérer encore l'isolement. Il y a évidemment tout un commerce qui se crée là-dessus. C'est tout l'intérêt de ces influenceurs d'isoler encore davantage ces jeunes hommes. Et puis, plus globalement, vous avez posé la question de la différence. Pourquoi des jeunes filles harcelées n'en tirent pas ce type de conclusion? Je pense que là, il faut se pencher un peu plus globalement sur la socialisation des hommes, sur l'éducation des garçons, sur le fait que les garçons sont confrontés assez tôt à de la violence, à des phénomènes de hiérarchisation, à des phénomènes de boys club. La sociologue Christine Castelin-Meunier explique bien ça, que les garçons cherchent très vite la validation du groupe, de la bande. Pour quelle raison? Pourquoi c'est plus important pour les garçons que pour les filles? Les filles ont des relations intimes, proches avec leurs amis, beaucoup plus tôt. Et parce qu'évidemment, on les pousse à ça. Je veux dire, il y a une réflexion sur l'éducation à mener à ce niveau-là, et plus globalement sur la masculinité. J'en suis convaincu. Je pense qu'on peut pas se soustraire à cette réflexion, précisément quand on est un homme. Voilà. Oui, c'est pour rebondir à votre propos, pour que ce soit tout à fait clair, parce qu'on fait un parallèle sur la question là, du polymorphisme radical, le fait de se baser sur les travaux issus du djihadisme. Ce qui est hyper intéressant dans le masculinisme, et notamment sur le masculinisme incel en France, c'est qu'il y a une incointance extrêmement forte des jeunes qui vont avoir une radicalité masculiniste, avec un imbroglio, avec des théories de politique d'ultra-droite. Et ce qui est hyper intéressant, si vous regardez de manière chronologique, par exemple, Alexis Chen, qui a des propos extrêmement scandaleux sur les femmes. Il tient un peu moins de propos scandaleux sur les femmes, parce que les dernières vidéos qu'il montre, ce sont des vidéos politiques, sur ce sentiment de déclassement, en fait, de Français dits de souche par rapport à une communauté autre. Radicalité, ça veut dire le retour à l'origine. Sur la plupart des jeunes que j'ai vus, moi, du côté des radicalités masculinistes, on est effectivement sur des jeunes qui sont sur un repli identitaire du côté du catholicisme ou de la chrétienté, pour lesquels, eux, ils estiment, en fait, qu'ils sont sur des valeurs traditionnalistes. Et en fait, ce sont les garants, en fait, d'un ordre judéo-chrétien, en fait, qui serait en voie de menace par une théorie du grand remplacement. Oui, je rebondis aussi là-dessus. C'est très, très connecté à l'ultra-droite. Les parents que j'ai pu rencontrer dans le cadre de cette enquête pour Le Monde, qui observent justement la radicalisation de leurs fils, qui sont des radicalisations beaucoup moins fortes que les incels, bien sûr. C'est des gamins, enfin des jeunes hommes qui vont effectivement se mettre à faire de la muscu, qui vont suivre certains influenceurs, et qui vont essayer de s'améliorer dans des logiques, encore une fois, ultralibérales. Ils se mettent à peu près tous, au bout d'un moment, à développer des idées politiques d'extrême droite. Voilà. Et à développer, après la misogynie, l'homophobie, la transphobie, un racisme. C'est du suprémacisme, exactement. Cette logique de hiérarchie, de toute façon, au bout d'un moment, elle mène un peu toujours au même endroit. Donc, on voit bien que c'est extrêmement connecté à l'ultra-droite, effectivement. Et d'ailleurs, le Tchad, que tu évoquais tout à l'heure, oui, c'est un blanc. C'est un blanc, la Stacy, c'est une blanche. Voilà. Et on est sur une hiérarchie, plus dans les courants nord-américains, plutôt raciale. Et ceux qui sont déjà dits racisés sont considérés comme étant des subhumains. Donc en fait, ils ont pour le coup une vraie hiérarchie sur le fait que si vous êtes blanc, en gros, vous êtes considéré comme un Tchad, si vous êtes plus ou moins plutôt bien foutu. Ils ont fait des études, et c'est quand même assez effrayant, où ils ont créé des faux profils Tinder, avec un descriptif complètement aberrant du profil sur voilà, des comportements délinquants que le sujet il aurait déjà fait. Ils ont calculé le nombre de likes pour venir en fait auto-alimenter leur théorie. Leur théorie.
Oui, c'est très vrai. Et sur les forums incel, par exemple, il y a un racisme complètement délirant qui peut confiner au nazisme, etc. Effectivement, il y a des accointances avec le djihadisme ou l'islamisme radical, mais ce qu'on voit, c'est surtout des théories d'extrême droite très, très virulentes et délirantes, évidemment, forcément pas tellement connectées à une quelconque réalité. Il y a un grand racisme, et même un racisme intériorisé, c'est-à-dire que certains forums, il y a des hommes du monde entier, il peut y avoir des hommes qui se détestent parce qu'ils sont eux-mêmes racisés. Donc le racisme intériorisé est très présent. Et d'ailleurs, Elliot Rodger, qui avait des origines asiatiques, se détestait notamment pour ça, puisqu'il adhérait à ces théories suprémacistes blanches. Et il se sentait rejeté par les femmes parce qu'il n'était pas blanc. Donc, in fine, même s'il peut y avoir des hommes de toute culture, de toutes origines, de toute couleur de peau, ce qui domine, c'est quand même le suprémacisme blanc. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du côté de mes collègues des questions? Non. Est-ce que vous avez encore envie de nous dire quelque chose? En sachant qu'on pourrait y passer l'après-midi les uns et les autres, mais que les meilleures choses ont une fin. C'est nous qui vous remercions pour cette passionnante audition. On a passé 2 heures ensemble et vraiment c'était très utile. Et j'espère que vous retrouverez dans notre rapport ce que vous en attendez aussi, puisque nous allons contribuer aux travaux d'études et de recherche. Merci.